Mais je pense que les artistes qui sont vraiment artistes, donc dans le cœur, qui ont envie de proposer quelque chose, parce que c'est des passionnés, parce qu'ils aiment la musique, ils entendent ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire, s'il y a un artiste là qui écoute, ça résonne en lui. Il dit, bah ouais. Il dit, moi en fait, c'est vrai que parfois je me laisse distraire par les réseaux sociaux, comme tu disais, avant de dormir, tu vas être là, tu vas un peu scroller. Mais en fait, moi, ce que j'ai envie de proposer, c'est quelque chose d'universel qui dépasse juste le moment. J'ai envie de réellement marquer mon époque. Et les vrais artistes, ils ont ça. Salut à tous, bienvenue dans ce prochain Sens Interdit où on a la chance d'accueillir, mais pas d'accueillir. Mais pas d'accueillir parce que tout le monde n'est pas encore arrivé. Mais du coup, Dark Loulou, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, mais qui est une personne que vous allez voir de plus en plus et qui est aujourd'hui devenu, en plus d'un collègue de travail, un ami, parce qu'on a énormément de projets ensemble. Et Romain. Salut, Romain, enchanté. Romain qui d'abord m'a signé le premier contrat en maison de disque, on va en parler, qui travaillait chez Universal et qui maintenant, avec beaucoup de chance, a rejoint ma vie et m'a aidé à développer tout ce qu'on a développé. Donc on attend aussi le motif, Olivier, qui va arriver dans pas longtemps, mais qui est un peu bloqué dans les bouchons parisiens. Voilà. Globalement, est-ce qu'il est souvent en retard ou pas ? Non. Non, en vrai, c'est la première fois que moi je l'invite. D'habitude, quand il m'invite, c'est moi peut-être qui suis en retard, mais lui il est toujours. Okay. Ouais, non, il est là vraiment. En plus, on racontera tout à l'heure, mais il devait prendre le train. Il y a eu un problème. Et il a quand même pris la voiture. Il a fait Belgique pour venir ici. Motivé. Donc, le retard. On l'accueillera après quoi. Ouais, voilà, c'est pas. Trop. Donc voilà, bienvenue. On peut démarrer ce podcast. Cool. Bah écoute, moi je suis très chaud parce qu'au final, tu sais que je sais même pas, parce qu'on a fait des réunions, etc. Sur Deepster, etc. Mais comment vous êtes rencontrés du coup ? Parce que toi, je sais que tu as bossé genre 20 ans dans l'industrie musicale. Ouais, quasi, ouais. Moi, j'y suis encore, donc si on prend. Oui, d'une certaine manière. Depuis l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui, ça ferait 25 ans. Parce que la première fois que j'ai mis les pieds, c'était en l'an 2000. Putain, en l'an 2025. J'ai travaillé chez la plus grosse major pendant 17 ans. Putain, ok. Donc 4 ans à l'étranger, en Angleterre, pour cette même boîte, mais cette fois sur l'international. Et avec Cyril, on s'est rencontrés en 2017. Attends, je vais raconter, parce que moi je connais par cœur. Ouais. Toi tu t'en fous, moi j'étais un petit con parmi pas du tout. Sinon on 2000 n'aurait petits cons. jamais signé un premier accord, qui d'ailleurs n'a pas marché. D'ailleurs on a continué à être en relation. Ça a un peu bricolé quand même. Ça a un petit peu bricolé. Le succès est venu après. Voilà. Mais disons que j'étais plus excité de te rencontrer que toi de me rencontrer, quoi. Toi, tu voyais tous les jours. Tu t'es arrivé avec une telle motivation dans tes yeux, en plus bien entouré, avec un projet plutôt bien ficelé, qu'on avait décidé d'y aller. C'est vrai qu'on était. Et moi j'ai le souvenir que ça n'avait pas marché tout de suite. Mais c'était quoi ce projet du coup ? C'était en fait, pour refaire un peu l'historique, donc on se lance dans l'industrie musicale. Moi, j'avais mon label qui était un label de service, qui n'avait rien à voir avec la production. Et un jour, il y a mon ancien associé, Souleymane, avec qui je travaillais sur les projets, qui vient me voir et qui me dit, écoute, il y a un groupe incroyable qui s'appelle La Vendée et qui cherche de la production. Mais moi, la musique, c'était, je démarrais à peine, c'était vraiment... C'était La Vendée. Moi, je pensais... Non, en fait, moi j'avais Abdi, mais en fait, on a commencé avant. On a commencé... on a commencé à dater. Et lui vient me chercher, il me dit, vas-y, c'est bon, on se lance dans la musique par rapport à ça. Il y a un groupe qui vient... Moi, j'arrive et je rencontre ce groupe. Il se passe ce qui se passe et on a un rendez-vous chez Universal. Mais nous, on était comme des oufs. Parce que nous, quand on arrive et tout là-bas, on se dit, putain, ça y est, notre vie, elle va changer. On arrive, c'est bon. Et vous avez rendez-vous avec monsieur Romain Delno. Monsieur Romain Delno, c'était le king. Top. Ah ouais, c'était le Graal. J'étais patron d'un label qui s'appelait MCA, qu'on avait monté en 2016 de zéro, en fait. On avait monté l'équipe. Et puis, c'est toi qui l'as monté, ça. Ouais. Mais du coup, quand nous, on arrive là-bas et qu'on a ce rendez-vous, on arrive, mais il faut s'imaginer le truc. Nous, parce que maintenant, c'est sûr, avec le recul, tu te dis, bon, c'est bon, on s'en fout, mais je veux dire, quand toi t'arrives, que c'est la première fois que tu es dans c'est la musique, le Graal, quoi.
T'arrives, déjà, Ouais. tu fais la photo de la petite truc Universal, t'es comme un fou. T'arrives, t'es fier comme un coq en bas. On a rendez-vous avec Monsieur Delno. Oui, je vais l'appeler. Alors, du coup, on monte, on attend 20 minutes, je crois. Mais bon, ça, c'était. Voilà, quand je t'ai dit qu'on n'était pas important C'est pour pas lui. technique. Ouais, je t'ai dit qu'on n'était pas important pour lui. Tu sais, il devait dire ah merde, putain. J'avais oublié. J'avais oublié, c'est Il con. vit sur son sandwich. Ouais, j'avais oublié, c'est con. T'as le souvenir que t'avais beaucoup attendu? J'avais attendu un Ouais. peu, ouais. Mais c'est pas grave parce qu'on allait devenir riches, tu vois, dans notre tête. Donc, Ouais. je me souviens, on n'avait pas de thunes en plus, c'était la galère un peu. Et c'était un peu compliqué. Par rapport à tout ce qui m'était arrivé, vraiment, c'était compliqué. Donc, on avait pris le bus, le train, mais qui était parti hyper tôt, qui était long, qui faisait 3 arrêts parce que ça coûtait pas cher. Et on était arrivé, on était défoncé, on avait quasiment pas dormi. Enfin, c'était horrible. C'était Mais pas mon style content. de faire attendre, normalement. Hein. Ouais, mais je te dis, on était au tout début. C'était le premier rendez-vous de, tu vois. Quand j'ai démarré, moi, ça, je l'ai vécu. Parce que le Ah, tout attends. premier job que j'ai fait, c'était à l'époque du marché physique. Il faut se rappeler, on va remonter loin en arrière pour les jeunes, mais moi, quand j'ai mis les pieds en 2000, puis après, quand j'ai signé mon contrat de travail en 2002, la crise du disque, elle a vraiment démarré en 2003. C'est Ah. là où le marché a commencé à péricliter à cause. 2003, putain, je Ouais. pensais que c'était plus tard. Ouais, bah, à l'époque, c'était les graveurs de CD, Ouais, ouais. c'était Putain, le ouais. peer-to-peer, etc. Ouais, c'était encore un Mais à autre- l'époque, on vendait encore beaucoup de physique, et donc, juste pour clôturer cette parenthèse, moi, je m'occupais de l'hyper-distribution. Donc, j'allais vendre des albums physiques à l'hyper-distribution. Ah ouais, vraiment un truc de la Donc grande j'allais dans les les trucs box, distribués. tu sais, dans les box de négociation, chez Carrefour, chez Ok. Auchan, etc. Donc imagine un peu l'austérité de l'ambiance, parce qu'ils n'en ont rien à faire, que ce soit de la musique, des petits pois, des carottes. Ah oui, c'est de la négoce. Pour eux, de c'est la grande pareil. distrib, ouais. Pour eux, Mhm. c'est juste un produit qui va générer du trafic en magasin. Et donc j'ai vécu le fait d'attendre très longtemps mes rendez-vous, parce que tu es considéré comme un moins que rien. Et donc je m'étais toujours juré de jamais moi-même le faire vivre à un Sauf rendez-vous. avec Cyril, du coup. Sauf Alors, moi. sauf avec Cyril. Sauf moi. Voilà, on m'avait prévenu. Mais franchement, on a attendu. Non, mais on a attendu. C'était pas. Ça t'a paru très long. Non, pas du tout, Non. pas du tout. Non, non. C'est en plus quelqu'un est venu nous chercher et tout. Je me souviens, Christophe, je crois que c'était lui. Ah, peut-être, ouais. Ouais, Mais il me c'est semble. par lui que le rendez-vous avait été. Ouais, voilà. exact en plus. Et du coup, donc on arrive là-haut et on rentre dans ce bureau et on se rencontre. On a un bon feeling, mais bon, comme j'ai envie de dire du moment qu'il y a du business, mais il n'y a pas d'amitié à ce moment-là. Oui, c'était très formel, Ouais, c'était mais, très formel, mais cordial, quoi. Voilà. Oui, voilà, cordial, Voilà. mais bon, voilà. Et il nous signe le premier deal, un deal éclaté. Nul. Nul, tu parles de ton projet ou nul les conditions Les qu'on vous a conditions. données Ah oui. Mais bon, c'est normal, on vient d'arriver, nous. Oui, c'était personne. Mais je suis personne, moi. Mais les- c'était une habitude, entre guillemets, de quand quelqu'un n'est pas connu, de pas lui donner le minimum. Mais un En peu. fait, c'est une histoire de Ce qui rapport fait de sens, force. mais- C'est-à-dire, Ouais, il y, a c'est ça. il y a un projet qui te plaît. Hmm. Tout est lié à la prise de risque. Tu es patron de label, il faut que tu sois patron d'un gros label ou producteur indépendant, c'est la même chose. Tu administres de l'argent et tu dois générer du profit. Tu as plus de profit à générer quand tu travailles en major, parce que tu as de très gros actionnaires derrière et tu as des objectifs financiers. On pourra en parler tout à l'heure de tout ce qu'il y a derrière tout ça. Mais tous les deals que tu signes, il faut espérer en tirer de la rentabilité. Donc quand on t'emmène un titre qui a un petit peu de background, peut-être dans le réseau des clubs ou autre, mais que c'est pas encore très palpable, et ben là, tout l'argent que tu vas donner, c'est potentiellement c'est du risque, c'est de l'argent que tu ne récupéreras pas si ça plante. Donc tu vas donner le moins possible pour faire ce deal. Et après, c'est de la négo. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est du rapport de force. Quand on a fait d'autres projets qui étaient mieux construits ou qui ont mieux performé, dont Cyril était propriétaire, bah là, les deals étaient plus à son avantage. Et on en parlera Ah oui, aussi. oui, Parce oui. qu'il Ouais, bien sûr. n'y a pas eu que des deals à son Non, désavantage. mais il y a aussi c'est- des non. choses C'est ça que non. positives. Mais c'est pour expliquer que chaque projet est différent. Chaque projet va avoir un type de contrat différent en fonction du poids de l'artiste, du poids du producteur et des éléments tangibles qu'un producteur ou un artiste peuvent donner à un label pour lui démontrer que ce projet est déjà en train de marcher ou va mieux marcher demain. Mais si tu veux, nous, Ouais. ces conditions, on les a maintenant. Quand nous, on discute, tu vois, on parce que tu a peux- cette expertise. On sait aussi la difficulté de gagner de l'argent. Mais il faut se remettre par rapport à tous ces jeunes qui arrivent dans ce monde-là en se disant, je rentre dans une major, je rentre dans une maison de disques, ça y est, je suis riche. Ouais, ouais. Parce que c'est ça que tu te dis, en Bah fait, oui, oui. dès le début. C'est le Graal, enfin, ça marchait pas. Ça Voilà, marchait pas, là, c'est le quelqu'un Graal. te C'est pour ça que moi, je suis toujours dans le combat par rapport à ça, parce que je crache pas là-dessus, parce que il y a des contrats qu'on a signés aussi ensemble, d'ailleurs les premiers, qui nous ont changé la vie et qui nous ont vraiment permis d'exploser. C'est juste que, c'est vrai qu'il faut faire attention, signer en maison de disque n'est pas C'est pas une fin en soi. c'est pas une fin en Ah, soi. bien sûr. C'est surtout pas un gage de réussite, tu vois. C'est pas parce que à un moment, c'est des hommes d'affaires derrière des bureaux qui se disent, ok, lui,
ça peut m'intéresser et on peut signer Mais on peut faire t'avais quelque chose dit, de bien. parce que du coup, il était venu à un de mes séminaires que j'organise là où il y avait des artistes, et justement, on a fait une espèce de. Au final, ça a parti en question-réponse sur l'industrie musicale, etc. Et c'était archi intéressant. Et en gros, Cyril, ce que tu leur expliquais, c'était le truc de. Un producteur, ou en tout cas quelqu'un dans une maison de disques ou un label ou quoi, il s'en bat les couilles de la musique, il voit que les chiffres, que des lignes, tout ça. Est-ce que c'est comme ça que c'est C'est de perçu? plus en plus comme ça. Ouais. C'est-à-dire, si tu regardes la manière dont on va dire les maisons de disques, hein. Elles vendent de moins en moins de disques, mais on dit toujours les maisons de disques, Ouais. on va dire les labels, les gros labels, sont structurés. En réalité, il reste quoi comme ressource dans un label? Il y a des gens qui font du marketing, donc des gens qui achètent de l'espace publicitaire, soit sur les plateformes de streaming, soit sur le digital principalement, ou dans des médias plus mainstream quand la typologie de l'artiste le justifie. Je fais un concert à Paris, je vais prendre de l'affichage métro, ce genre de truc. Donc il reste des gens qui font du marketing, il reste des contrôleurs de gestion, et puis il va rester des chefs de projet. Mais il n'y a quasiment plus de directeurs artistiques dans les labels en réalité. Pourquoi? Parce que aujourd'hui les gros labels ne signent que des projets qui sont déjà artistiquement aboutis. Si on regarde ce qui marche aujourd'hui sur le marché, ça va être beaucoup d'urbains, et la plupart sont des producteurs indépendants qui produisent leur musique eux-mêmes, donc ils arrivent avec des concepts musicaux et images qui sont déjà construits. Et après, il y a la variété qui émane de la télé-réalité. Là, tu vas avoir besoin de directeurs artistiques, mais la plupart du temps maintenant, ces directeurs artistiques sont outsourcés. Quand tu signes un mec parce que tu as un deal avec la Starac ou avec The Voice ou autre, en général, la plupart du temps, ce sont des interprètes, et que des interprètes, et ils ont besoin d'avoir des chansons, ils ont besoin d'avoir des réalisateurs. Donc là, tu mets une équipe artistique autour. Ouais. Mais aujourd'hui, il n'existe guère plus que ces cas-là qui font l'objet de la mise en place d'un tel type d'équipe. Sinon, le reste du temps, c'est construit. C'est sûr que les DA voilà. dans les maisons de disques aujourd'hui, c'est des mecs, ils ont jamais fait de musique, quoi. Et c'est ça, et pourtant, ça donne de la DA. Mais c'est parce que c'est devenu, et moi je l'ai vu l'évolution par rapport à toutes les maisons de disques par lesquelles je suis passé. Mais après, je critique pas parce que bon, nous on a une vision un petit peu différente, mais on est quand même obligé de se faire sur la réalité. Ouais, mais, Et la réalité, elle est du terrain, qu'aujourd'hui, bien c'est sûr. très difficile de Ouais, gagner bien de sûr. l'argent dans la musique. Donc, si tu veux donner de la chance à des gens, ben, au bout d'un moment, tu sais qu'en plus, il y a beaucoup de carrières aujourd'hui, en plus, c'est vrai, qui se cassent la gueule au bout d'un titre. Ouais. Donc, tu vas investir beaucoup, tu as besoin de prendre des parts de marché. Il y a aussi tout un truc politique en maison de disques que nous, on a la chance de ne pas avoir, qui fait qu'aujourd'hui, tu es obligé de mesurer, mesurer tous ces risques. Bien sûr. Mais ce que tu disais du coup, Romain, c'est sur ce truc des projets aboutis. Et quand tu parles de projet, je pense que tu parles aussi de direction artistique, de fil rouge en tout cas. Oui, de chansons, complet. d'images, de DA C'est images ça, dans les de clips, vraiment la d'univers globalité. global. Quoi. Ah, de fou. Parce que moi, c'est ce que je me tue, mais je me fracasse à dire ça à toute mon audience tout le temps parce que il y a beaucoup d'artistes qui veulent qu'on les développe encore aujourd'hui. Je pense qu'il y a une énorme partie des gens qui, c'est encore pire que ce que je pensais, plus le temps passe. C'est-à-dire que inconsciemment, ils se disent ce fameux truc de quand je vais être repéré, quand on va me démarcher. Ça marche pas comme ça, sauf erreur de ma part, plus maintenant en tout cas. Dans le sens où en fait, comme d'habitude, comme vous le dites en fait, s'il y a un artiste qui fonctionne déjà avec un univers déjà bien construit et un mec que personne connaît, bon, on va prendre le mec qui fonctionne déjà parce que c'est beaucoup moins de risques. Oui. Il faut C'est devenir une réalité repérable aussi, en quoi. fait. Ouais, c'est ça, Oui, se c'est ça, rendre faut devenir repérable. repérable. Et le talent Ah, de ouf. ne fait plus repérer. Mais je pense qu'en vrai, je vais peut-être me faire un peu des ennemis, mais je pense que le talent, ça fait très longtemps qu'il est plus repérable. Il est plus repérable en maison de disque. Il l'est jamais. Il a pas, du moins de ma génération, depuis que je suis dans la musique, il a jamais été dans les radios non plus, parce que les radios, ils se disent aussi incroyables dans la découverte et tout. Ils jouent que ce qui fonctionne. Tu vois. Ouais, bien sûr. Donc en fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire, c'est pour ça que souvent on dit, mais toi tu dois le voir aussi dans ton boulot, mais tu as des artistes qui sont là et qui leur rêve, c'est de se faire reconnaître. Et en fait, la finalité, elle n'est pas là. Fais-toi d'abord reconnaître et va chercher l'argent si tu en as besoin, ou va chercher une équipe si tu en as besoin. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le côté DA, le côté suivi, j'ai l'impression, moi maintenant, que c'est de moins en moins le cas. Nous, d'ailleurs, dans Deepster aujourd'hui, le service marketing et tout, on a l'honnêteté de ne pas le proposer. Nous, ça a été quelque chose qu'on s'est dit dès le début. On a souvent discuté, moi et Romain, sur Deepster, sur est-ce qu'on propose des services, mais ça a toujours été un vrai sujet. Parce que proposer comme ça des services, aller chercher des artistes aussi par rapport à leur talent, moi je l'ai tellement fait aussi de fois. Parce que moi je suis un mec aussi, je marche avec le cœur. Donc je vais prendre des artistes et je vais mettre de l'argent parce que je le trouve incroyable. Mais je me suis toujours planté. Donc il faut bien quand même arriver à un moment se dire que... Il y a une réalité aussi, quoi. Oui, bon, moi je suis peut-être mais- spécialement nul là-dedans. mais... Je peux comprendre que moi je suis producteur aussi par ailleurs et c'est vrai que quand il y a un artiste que tu aimes bien
et qu'autour de toi, ces gens-là aiment bien aussi cet artiste, tu peux te dire, il y a potentiellement plein bien d'autres sûr, gens qui vont aimer cet artiste. La difficulté aujourd'hui, c'est d'aller chercher tous ces gens-là et de faire connecter l'artiste à son public. Il y a longtemps, c'était simple. Il y avait très très peu de canaux pour aller toucher l'audience, très peu de chaînes de télé, très peu de Très peu radio. d'artistes aussi. Moins beaucoup moins moins. d'artistes qui émergeaient parce que les moyens de production étaient plus difficiles d'accès. Oui, C'est vrai. Oui. Donc, moins de concurrence. Aujourd'hui, tout ça s'est fortement développé. Donc non seulement il y a énormément de concurrence parmi les artistes, il y a des dizaines de milliers de titres qui sortent tous les jours sur les plateformes, mais ensuite, une fois que tu décides, ah cet artiste je l'aime bien, comment je vais pouvoir aller le faire connecter avec son public, c'est beaucoup plus difficile qu'avant. Et c'est là que un univers, une DA image, quelque chose de singulier prend son Donc, ce importance. que tu dis, c'est que vu qu'il y a beaucoup plus de canaux de communication, comme notamment les réseaux sociaux, évidemment, aujourd'hui, c'est plus dur de percer parce qu'il y a plus de gens, c'est plus accessible. Et bien en fait, les audiences sont morcelées. Donc si tu veux toucher pour une audience d'une taille donnée, à l'époque, quand tu avais peu de médias, donc tu avais un peu de balbutiement d'Internet, un peu de réseaux sociaux, même avant l'ère des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça date d'il n'y a pas si longtemps. Moi, je vivais en Angleterre à l'époque. Facebook, c'est quoi, 2008 Entre 2007 et 2009. C'est vrai. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. C'était plus simple d'aller chercher un public. Parce que le public était concentré dans un nombre plus petit d'endroits. Mais maintenant, justement, étant donné qu'il y a beaucoup plus de canaux d'acquisition possibles pour trouver sa fanbase, donc beaucoup plus de gens qui écoutent de musique, est-ce que justement ça serait... Comment dire? En fait, moi, la sensation que j'ai, parce que je côtoie beaucoup d'artistes indépendants, moi je suis pas du tout dans vos strates, entre guillemets, et de ce que je repère, en fait, c'est que la plupart des artistes se trouvent excellents, ils se le disent ou ils se le disent pas, ça c'est un autre sujet, se trouvent différents et considèrent être au-dessus de la masse, alors qu'ils font partie de la masse. Et quand je dis faire partie de la masse, c'est dans le sens où il n'y a rien qui est magique et où il y a cet éclair. Moi, j'ai la sensation, peut-être que je me trompe, mais que... Comment dire? Qu'il y a 90%, parce que moi, 90... Non, peut-être pas, je force, mais 70 à 75% de mon audience, tu leur demandes quand ils ont commencé, c'est pendant le Covid. Parce que on avait que ça à faire. Oui. Mais du coup, j'ai l'impression que le bas, on va dire, est extrêmement saturé. Ça, oui. Mais du coup, dès qu'on commence à un tout petit peu sortir du lot via effectivement une direction artistique, via vraiment un univers, un truc qui... Il y a un plafond de verre, tu veux dire ou... Justement, j'ai l'impression que c'est peut-être prétentieux de dire ça, j'en sais rien, mais que c'est plus facile à péter, à sortir du lot, vu que la masse est honnêtement assez fade. Parce qu'ils font tous pareil. Le public est quand même très sollicité aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui sortent. Il y a encore des artistes qui sont superstars, mais il y a aussi beaucoup plus qu'avant des artistes middle. Oui, c'est très vrai. Parce que ces audiences sont morcelées et qu'aujourd'hui c'est plus difficile d'imposer un artiste à une audience de taille critique. Mais tu sais, je pense que en fait, c'est comme dans tout. Regarde aujourd'hui, la manière de consommer, elle a changé. Avant, on allait au cinéma. Maintenant, on regarde une série, une nouvelle tous les jours. Ouais. Moi, ça m'arrive maintenant de commencer une série. Il y en a une nouvelle, hop, je recommence une nouvelle. Je finis même pas la première. C'est-à-dire que les gens, ils sont tellement habitués à des formats de plus en plus courts. Les informations, c'est de plus en plus rapide. Tu scrolles, tu as des infos comme ça de plus en plus court. La plupart des gens, tu sais, la dernière fois, j'écoutais un article comme quoi il y a beaucoup de gens qui scrollent sur TikTok pendant qu'ils regardent un film. Parce qu'ils n'arrivent plus à se concentrer sur un seul truc. Donc en vrai, la musique aujourd'hui, c'est pareil, c'est consommé de la même manière. Aussi. Ça sera raccourci. Des titres sur raccourci. Oui, mais même le truc, c'est que tu écoutes un artiste, t'aimes bien, déjà on va te proposer plein d'artistes similaires avec les algorithmes. Donc ça veut dire que tu peux écouter plein d'autres artistes. Tu vas aimer un autre, tu passes sur un autre. Et donc du coup, pour vraiment créer une base fan, c'est très compliqué. Mais c'est vrai que du coup, et c'est pour ça que aujourd'hui, nous, mais comme les maisons 10, c'est pour ça que je critique le manque on va dire, de modernité dans leur discours par rapport à ce qui est l'évolution de la musique. Mais en vrai, il n'y a pas le choix. Si tu commences à produire tout ce que tu aimes et que tu sais que 99,9% ne marcheront jamais, ou qu'ils n'auront pas le caractère pour y arriver, ou qu'ils n'auront pas leur base fan, ou plein de raisons, tu te retrouves tu fais faillite. Donc, et vu que, paradoxalement, il n'y a quand même pas beaucoup de gens qui investissent sur la musique. Donc, quand on investit sur la musique, on a du coup beaucoup de choix, tu sais. C'est comme, tu sais, ça dépend dans le monde dans lequel tu vis, mais ce serait quand même con quand on te dit, tiens, t'as toutes ces pépites que tu peux prendre qui vont être d'accord de travailler avec toi et d'aller prendre ceux qui sont en dessous.
Ouais, et qui vont avoir du mal, tu vois. Ça a du sens. Hein. Mais, Ouais, mais je pense qu'on reviendra sur ce sujet-là, juste pour clôturer aussi la question de base. Parce que nous, on adore, tu verras dans Sens Interdit, on a 30 questions. On part sur une, on part et ça finit jamais. Tu reviens sur le chemin, Ouais, tu fais un détour par la forêt. Ouais, voilà, mais souvent on revient pas non plus sur le chemin. À la fin, mais ça, ce chemin-là, il est intéressant parce que c'est vrai que ça a quand même été quelque chose d'important, notre rencontre. Parce que quand il s'est passé ça, donc après, on a fait des deals ensemble. Le jour où il nous a annoncé le montant, moi j'étais en bas de chez Universal, il m'avait envoyé le truc et tout, j'étais avec Suleiman et on était là, on disait wow, incroyable. On a le droit de dire le chiffre ou pas? Ouais, on peut le dire. Tu peux dire le chiffre. C'était 1,2 million, je crois. Tu ou peux dire le 1,4 chiffre. Un truc comme ça. C'était 1,4 million. Je crois que c'était un peu moins parce qu'au départ c'était le single qui était en train de marcher. Non, le premier single, c'était 15 000. Un truc à la con. Ou 60 000. Ok, blasé. Enfin bref, on fait 100 000. C'était pas 60. Non, mais peut-être c'était peut-être 60. Non. C'était 15 le premier, 60 le deuxième. Et après, après, on a fait les deals albums et effectivement, on est monté. On était au-dessus d'un million, c'est sûr. Ouais, on est monté sur quelque chose. On est au-dessus d'un million. Après, il y a eu d'ailleurs beaucoup plus, mais sur des trucs. Ouais. Mais et donc, on a eu ces projets-là. On a commencé à sympathiser. Après, raconte un peu, je pense, mais tu as fait une saturation. Le jour, oui, sans trop rentrer dans les détails, effectivement, mais en gros, j'ai quitté cette société en 2019, voilà, 13 jours après avoir eu 40 ans. C'était une belle manière de tourner la page. Et puis tout de suite, tu m'as appelé en disant, viens, on bosse ensemble, quoi. Moi, j'ai vu le truc direct. Parce qu'en fait, j'admirais Romain déjà, je l'admire toujours, hein, mais je veux dire, j'admirais... cher ami. Merci, mon ami. Mais c'est vrai que c'était une personne qui avait pour moi beaucoup comment on peut dire, beaucoup de principes et beaucoup d'avantages globalement dans la vie de l'avoir comme ami, tu vois. Et ça me plaisait de parler avec lui, les échanges qu'on avait, tu vois, même quand c'était pas obligatoirement mieux, que ça baissait un peu, il me répondait quand même au téléphone, alors que les autres ils s'en battaient les couilles. Et voilà, et petit à petit on s'est liés d'amitié, et quand il est parti, je me suis dit, putain, c'est trop con, je peux pas. Tu vois, moi, j'étais en train de pumper aussi et plein de trucs et tout. J'ai dit, il faut que. Et on a commencé à bosser un peu ensemble et on s'est jamais lâché. Mais je pense que la raison principale de notre association, et ça je pense que c'est important de le dire parce que c'est globalement les gens que vous devez trouver dans votre vie, mais c'est l'association de qui on est vraiment. J'allais poser la question de pourquoi est-ce que vous êtes un duo complémentaire et qui fonctionne. C'est une évidence. Moi, je suis la force folle. Tu vois, qui part dans tous les sens. Ouais, le mec qui a les idées que normalement on n'a pas, tu vois. Qui sont trop folles. Ouais, sur des trucs qui sont théoriquement pourquoi alors qu'il peut y avoir ça, tu vois. Pourquoi on va faire ça alors qu'il peut y avoir ça. Et Romain, lui, c'est celui qui va éviter que ça soit trop haut, trop là-haut, le truc impossible. Alors, mais je le vois un peu comme des maçons. Quand je nous décris, en fait, Cyril il va dire alors on va faire un immeuble de 5 étages et puis sur le toit on va mettre une piscine et à côté on va mettre un héliport. Moi je veux dire, avant de faire ça, il faut faire les fondations. Ça. Et puis il faut que les fondations elles soient bien solides parce qu'au premier il va y avoir ça, etc. C'est pragmatique. C'est comme ça qu'on fonctionne. Quoi. Mais c'est une complémentarité. Or le fait que maintenant c'est devenu, c'est même le parrain de mon fils aujourd'hui, c'est très important pour moi. Mais hors ça, je pense que en effet cette force d'échange qu'on a tous les deux, cette singularité qu'on a tous les deux, et fait que la fusion est parfaite. Parce que moi je lui apporte le côté un peu fou que lui n'a pas dans son comportement et dans sa manière de vivre, et moi il m'apporte tout le reste, tu vois. Sérénité, tranquillité, réflexion. Alors c'est frustrant des fois, tu vois. Mais enfin frustrant. C'est même pas frustrant parce qu'en vrai c'est toujours très constructif, hein, c'est vrai. Bien sûr. Moi quand j'étais en poste, j'étais patron d'un label, donc j'étais au cœur de l'artistique, des signatures, et puis à fréquence extrêmement régulière, j'avais les briefings financiers à faire avec ma hiérarchie, parce que rentabilité, etc. Donc en fait je prenais une forme ronde qui est l'artistique, je la faisais rentrer dans un moulinet pour la faire ressortir et qu'elle soit décodée et compréhensible par l'exemple de la forme n'est pas le bon, mais ce que je veux dire c'est que je prenais quelque chose d'un peu protéiforme qui est l'artistique et je le décodais et je le restituais de manière très formelle et très cartésienne à ma direction financière.
Voilà. Et aujourd'hui, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. C'est-à-dire qu'on a le projet, qu'est-ce qu'on va rajouter, qu'est-ce qu'on va proposer demain. Et puis, nous, dès qu'on doit interagir avec des actionnaires, avec des soutiens, etc., je suis là pour traduire tout ça en langage plus terre-à-terre financier. Non, mais de toute façon, même pour les rapports financiers, justement, c'est un bon exemple, mais pour les investisseurs, pour tout ça, moi, je suis l'allumeur un peu, tu sais, celui qui fait les non, comment on appelle ça Celui qui drague les privilégiés. Non, quand tu allumé dans le style. Ouais, je suis le charmeur un peu, les préliminaires, voilà ça. Oui, c'est ça. Moi, je suis les préliminaires. Le charmeur, il veut dire le genre du pipeau. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Je suis celui qui donne l'énergie. Non, je suis celui qui donne l'énergie parce que j'y crois tellement que j'ai une énergie débordante. Mais le problème, entraîne les autres. Qui entraîne. Ouais. Mais le problème, c'est que rapidement, il faut stabiliser ça sur quelque chose de cohérent. Ouais. Et moi, ça. Tu vois, quand par exemple, je vais demander quelque chose à je sais pas moi, tiens, ok, regarde ce projet, il fait ça, ça, ça. Je sais déjà à long terme qu'est-ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Ouais. Donc, il va falloir tant d'argent, tant de trucs, tant de trucs, tant de trucs. Moi, si je vais voir un banquier ou un investisseur, je vais lui dire, ok, il faut ça. T'as compris le principe? Ah oui, j'ai compris. Bon, ben viens, on fait ça demain. Voilà. Et là, lui, allez. Le banquier, je vais lui dire, bah, regardez, on a déjà fait ça. Voilà. Et lui, il va prendre parce qu'on a fait ça, les résultats sont ça, donc logiquement, je vais faire un lien de cause à effet. Parce qu'on a fait ça et qu'on a abouti à ça, ce qu'on veut faire demain, ça va aboutir entre ça et ça. En fait, je vais et il va parler, je vais appuyer la vision de Cyril. Je vais pas appuyer, mais je vais enraciner la version de Cyril dans le réel. Oui, c'est ça. Oui, il va parler. Il va parler du rêve à la réalité. En fait, c'est un peu comme ça qu'on travaille. Il va parler à ces gens-là avec des mots qui correspondent. Bien sûr. Et c'est vrai qu'au début, si les mots plaisent de la manière dont je vends, ça a toujours été ma force d'arriver à communier des gens autour d'un projet. Mais très rapidement, je peux vite devenir aussi le mal du bien, tu vois, le côté. J'atteste. Sur Deepster, oui. Non, mais tu vois, voilà, mais ça c'est part vrai. trop dans tous les sens. Voilà, ça part dans tous les sens. Nous, aujourd'hui, qui gérait aujourd'hui la com et avec tout le travail derrière, moi, j'ai besoin. Et en fait, il faudrait me sortir de temps en temps, tu vois, tu vois. Mais après, il me faut me rentrer, tu vois. Faut pas que je. Même si je gratte, il faut pas. Va te détendre. Vas-y, mais pas. Comme il m'avait déjà dit, si tu me reprends à vouloir produire un artiste, tu me mets 3 paires de baffes et tu m'empêches de le faire. Pendant que tu prenais ton sandwich, il m'a dit si on prenait un gars avec Romain, avec Non, mais je me suis toujours dit je veux pas, et j'ai dit à Romain si jamais demain. Mais c'est vrai que des fois, j'ai quand même envie de le faire. Je sens le côté blasé dans sa voix. Ouais, tu casses les couilles. Ok, c'est bon. Pourquoi mais pourquoi tu veux faire ça? Justement, là, je voulais poser une question parce que moi, je commence à... Du coup, on a passé un step dans notre relation où on était vraiment dans un truc de... On bosse ensemble, on est potes, c'est cool. Et là, ça se développe plus sur un truc amitié et sur un truc où, ok, il y a des projets long terme qui commencent à se mettre en place, c'est cool. Carrément. Donc, je commence à voir son vrai visage. Ouais. Et du coup, il y a plein d'avantages. Et du coup, ma question, toi qui le connais depuis longtemps, c'est quoi le défaut le plus chiant de Cyril? Sur l'aspect business, je parle. Parce que moi, c'est le côté. Cyril, sur l'aspect business, il est toujours en train de penser. Donc, tu vas être le dimanche chez ta mère en train d'avoir un déjeuner. Puis tu vas avoir un message j'ai pensé à un truc de ouf. Viens, on le fait tout à l'heure. Là. En fait, il s'arrête jamais. Tu vois. Moi, j'arrive de temps en temps à me dire bon, allez là, je laisse le téléphone de côté, je vais faire un truc. Déconnecté. Cyril, tout le temps. Voilà, c'est le seul truc parce que sinon. Mais j'ai des gens. On travaille ensemble. Mais j'ai des gens, si j'ai besoin d'avoir une soupape de sécurité qui me fait du bien dans ma réflexion, c'est pas obligatoirement Romain que j'appelle. Si j'ai besoin de parler, par exemple, de projets, tu sais, des fois, j'aime bien parler de projets qui se feront jamais. Tu vois, c'est une évidence, ça se fera. Même moi, je le sais déjà. Tu vois, dans la perception, on dirait que tu veux tout faire. Mais en fait, il faut toujours prendre relais. Et ma femme a très bien compris maintenant, parce que des fois, je lui parle de projets qui vont changer notre vie, et je la vois qui dit ah ouais. Et après je dis en fait tu sais que ça va pas se faire quoi. Non, c'est pas ça, mais vas-y parle. Mais en fait je pense qu'il y a des fois où j'ai besoin aussi d'évacuer, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc moi j'ai des gens, Sofiane par exemple, c'est typiquement le mec avec qui je vais pouvoir parler de ça, parce qu'on va se parler et puis après à la fin de la journée c'est on a bien débité nos trucs là et après ça se calme, tu vois. Et je prends ce qui est bon de ce qui est sorti de là. Et après, j'appelle Romain. Avec déjà un peu, parce que si tu structures tes pensées. Avec déjà un filtre qui est passé par là. Avec un filtre, sinon il me détesterait. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Il a déjà fait un petit essorage. Voilà, c'est ça, c'est un petit essorage. Et c'est vrai que. Séchage ensemble. Et vous êtes arrivé dans un autre niveau, c'est que vous êtes dans le marketing. Et donc, du coup, j'ai besoin d'avoir cet avis,
Donc vous êtes obligé de prendre toutes les infos qui arrivent, tu vois. Ouais, bien sûr. Et après, on cibler et trie. tout. Ouais. Mais j'arrive déjà à faire un premier tri, mais c'est vrai qu'il faut mais ma femme le disait très bien, quand tu as tes idées comme ça et tout, elle me dit, j'attends de toutes tes idées que tu as eues le samedi, j'attends de celles que tu vas me parler le dimanche. Parce que moi, déjà, j'ai déjà fait le tri dans 90% de ce que je sors. Ouais. Mais je sais que c'est insupportable. Moi, des fois, je m'énerve, moi, tout seul. Mais je me dis, arrête, laisse-moi tranquille. Parce que là, typiquement, regarde les Pokémon. Non, mais enfin, Vas-y, non, mais raconte. non, mais je me suis lancé là-dedans comme investir dans les cartes Pokémon. de fou. Et donc, on est en Dans les train de cartes monter physiques, la structure et tout. cartons. Oui, j'ai investi dans les Pokémon. Et j'adore ça. En fait, j'adore tellement apprendre, faire les trucs et tout. Je sais pas combien de temps ça va durer. En fait, ça dure, mes projets durent si j'arrive à trouver une équipe qui le fait Oui, durer. qui l'amène, ouais. Voilà. Mais- Mais ce qui a été pour Deepster. Mais c'est pas la première fois que tu dis ce truc de. Il y a des gens de. Enfin, est-ce que tu catégorises les gens et est-ce que vous catégorisez les gens en, j'ai l'impression, deux profils. De ce que tu dis, qui revient souvent dans ton monde en tout cas, il y a les gens comme toi et en vrai comme moi et comme Sofiane qui sont un peu genre électriques, ça part dans tous les sens, plein d'idées, ok, on va faire ça. Mais ensuite sur l'application long terme, c'est plus dur. Et ensuite il y a les gens, bah, du coup plus comme toi Romain, qui sont plus en mode Mais c'est des plus bâtisseurs, terre à après, terre c'est différent. et plus on avance lentement, mais comment dire, enfin, Bah, il faut des penseurs, il faut des faiseurs, et puis il faut des gens entre les deux pour coordonner tout ça. Mais t'as l'architecte, t'as le mec qui T'as fait... les corps de métier, t'as les qui corps vont de faire métier le qui le béton, font. la plomberie. Voilà, et puis Ouais. t'as le chef de projet sur place qui est chef de chantier qui... Et vous considérez que c'est comme ça dans la musique du coup? C'est comme ça dans Complètement. toute la vie. Ouais. Dans toute la vie. C'est pour ça que tu peux avoir des superbes idées, si t'as pas la superbe équipe, tu ne peux rien faire. Moi, mon équipe aujourd'hui, des fois, la dernière fois, on m'a dit un truc, putain, t'as une équipe incroyable. Et j'ai sorti une phrase et qui est vraie, j'ai mis 15 ans à avoir une équipe incroyable. Tu vois, c'est parce que à force de choisir, tu prends les gens, tu essaies à réfléchir sur des trucs. Parfois on se trompe aussi. Du coup, voilà, et c'est vrai qu'après, quand on a monté tous les projets, dont Deepster, qui était quand même le projet phare que j'avais créé depuis très longtemps, et il est rapidement venu avec moi dans le projet, et il a donné une vision qui était pragmatique aussi des choses, toujours de la même manière, et voilà, et ça a créé ce que ça a créé. Il m'a aidé dans le label, il m'a aidé dans tout, enfin c'est devenu mon binôme sur absolument tous les projets qu'on faisait, quoi. C'était vraiment comme ça que Sauf sur son projet de ça se fait bébé, le naturellement. dernier projet, là je sais pas. Bah, j'espère, enfin normalement non, il me ressemble. je le Non, sais, ça devrait pas être ça moi. devrait aller, ouais. Hello Hello, salut. Ouais, ça y est, on a fini. Franchement. Ah, c'est Ouais. fini. Ah, non. Je dis un truc, t'as 3 Après secondes. 4 heures de route. Comme Putain, ça, mon madame pote, Lina. merci beaucoup d'avoir La fait Belgique, l'effort quoi. quand Ouais, même. merci parce d'être que là, gros. Ben, mille excuses pour le retard, mais c'est Non. avec plaisir, hein. Plaisir que je suis là. Incroyable. Et parce que du coup, tu t'en es chopé, ouais, il y a eu 4 heures de route là. Ouais, mais je veux dire, l'heure et demie en plus, je l'ai fait dans Paris, quoi. Ah oui, c'est ça en fait. C'est ça, C'est terrible, le ouais. truc génial, quoi. Ah, c'est l'enfer. Putain, tu sais que moi je suis arrivé, on m'a dit d'ailleurs qu'il y avait un nouveau manière d'aller à aéroport centre-ville de Nice. Centre-ville de Nice, non. Allez, c'est pour rentrer chez moi. Non, centre-ville de Paris, il a un nouveau métro tout neuf, il paraît. Bon, bref, pour l'anecdote, c'est ce qu'elle me disait, quoi. Bon, Mais écoute, on le présente ou pas, parce que, baf, est-ce le qu'on le monde le présente? Est-ce qu'on le présente? Non, je crois Bah qu'on si, a- on peut me présenter plus- quand même. hein. on a plus besoin de se présenter nous que lui, hein, lui maintenant. Écoute, merci. Franchement, c'est super sympa d'avoir répondu à l'invitation. C'est un plaisir, hein, tu le sais déjà, de se voir, quoi qu'il arrive tout le temps. Mais là, c'est un projet qui est important pour nous, Sens Interdit, et que tu fasses partie des premiers, ça nous fait très plaisir. Là, je suis le combien TM Le 27e. Et Romain aussi, toi, tu as invité, du coup. Oui, moi c'est mon premier aussi. Voilà. Tout à fait. Et le c'est le troisième troisième. C'est mon baptême. Ouais. C'est le troisième qu'on a fait. On a fait Jack, on a fait Yann. On bloque ce chapitre et on passe Aux présentations. aux présentations. L'arc motif. Déjà, il faut savoir que nous, on se connaît depuis combien de temps maintenant? Ça fait peut-être 3 ans 4 ans. Parce qu'on s'était rencontrés à l'époque. La première fois que je t'avais au téléphone, c'était Saucé qui m'avait donné tes coordonnées. Ouais, c'est ça. Bah alors, ça doit faire il y a 4 ans.
Ouais. 4 ans, soit entre 2020 et 2021. Ouais, mais je t'avais quelque appelé, part par là. tu m'avais à peine répondu. En fait, t'as Non, vu, je t'avais pas pareil répondu. qu'avec toi. Non, tu m'avais répondu, mais répondu, on avait style, parlé. Style un peu, ouais, vite fait, quoi. Ouais. C'était encore un peu au Ah, t'as début et envoyé tout ça. chier aussi. Ouais, j'ai l'impression quoi. que l'industrie musicale adore me faire m'envoyer chier, parce que lui, c'est pareil, il m'a nexté au début, la Ouais, première fois je m'en fous. que je l'ai appelé. Mais on avait discuté, moi j'avais déjà adoré l'intellect et la manière de faire penser aux choses. Non mais voilà, bon, bah, toi on te présente plus, de toute façon tout ce que tu as fait aujourd'hui dans la musique, créateur de contenu, de concepts, musique, et je disais un truc qui était rigolo parce que dans un des podcasts, on me posait la question que moi j'écoute pas quand les gens me donnent des conseils dans la musique. La première réponse que je fais, c'est t'as fait combien de disques d'or? Parce Ah, que, j'ai vu le TikTok tu passer. vois, Ouais. et du coup, en général, je dis, mais il n'y a qu'à toi où je peux rien dire parce que t'en as fait beaucoup plus que moi. Donc voilà. Donc, bah, écoutez, on va passer du coup, peut-être à. Je vais raconter, si tu permets, un peu l'évolution. Hein. Ouais. Nous, avec Olivier, et c'est pour ça que j'apprécie d'autant plus le personnage que au-delà de la manière dont il voit la musique et la manière dont il le pense, c'est que c'est un des premiers à qui j'ai proposé de venir avec nous au début sur Deepster, qui est venu d'ailleurs nous apporter son savoir au Luxembourg, qui avait fait le déplacement. Et d'ailleurs, tu devais rentrer dans le projet de Deep. Tu étais même rentré dans le projet de Oui, Deepster. rentrer un petit pied dedans. Ouais, quoi. t'es sorti vite fait. C'était à la période où après toi, Ouais, c'était un peu difficile en burn-out. Voilà, c'était à la période du burn-out et tout. Moi, j'étais très fier le jour où il m'a dit, parce qu'en plus je me souviendrai toujours, il m'appelle et il me dit, on voulait filer 10% de la boîte, 5% à une personne qu'on trouvait spéciale, donc c'était Olivier, et après d'autres pourcentages à d'autres personnes. Et il m'appelle, il me dit, écoute, ton projet, moi j'adore, j'y crois à mort, laisse tomber, va pas donner aux autres, file-moi 10% à moi et moi je ferai le taf de tout le monde. Et j'étais hyper content parce que pour moi, tu fais partie des références aujourd'hui de réussite dans le monde de la musique, tu vois. Donc du coup, ça me faisait très plaisir. Et puis après, bah, tu t'es retiré du projet à cause de tout ce qui t'est arrivé et du moment un peu de saturation global de ta vie, quoi, et besoin de faire un... Bon, ça nous arrangeait pas, nous, mais... Écoute. Oui, bon, même moi, on a sache fini que ça par m'arrangeait pas non plus. Hein. C'était pas le must. On a fini par se retrouver, c'était faire un pas en arrière pour refaire deux pas en avant. Ouais, voilà, avec des parents moins de Deepster, dommage, désolé. Malheureusement pour moi. Ça commence à Entre-temps, peser on a un dû les peu. distribuer à d'autres. Hein? Entre-temps, on a dû les distribuer à d'autres. Ouais, pas autant. Je sais plus. Si? Non? Qui? Non, Salariés, non, c'est mais- tout? Non, mais par rapport Ah oui, mais non, elles sont vendues. aux derniers Oui, événements mais de maintenant, session, c'est vendu, la c'est distribution, différent. ça. C'est différent. Ça, c'est on est dans la le... session. Dans le différent. Donc voilà comment nous, on s'est connus. Et puis après, moi, je suis un fervent admirateur des projets. Putain, ça fait vraiment... C'était mon idole, quoi, de comment je parle. Je t'encense. Le podcast, Mais je t'encense. on adore Olivier. Mais je t'encense vraiment. À ta gloire chez lui avec des Oui, bougies, voilà, une petite voilà. poupée. avec Non, des mais je cheveux. t'encense parce que tu sais en plus que c'est vraiment ce que je pense de toi et c'est vraiment sincère. Et d'ailleurs, les grandes idées de Deepster, dont le paiement instantané, les avances et tout ça, elles viennent de toi à la base. C'est Parce toi que qui nous les avais au amenés. cœur du truc de ça fait chier les artistes donc. Bah ouais, parce que quand on a régler, fait, je veux dire, quand on a fait le meeting au Luxembourg, il y avait un peu tout le monde. Donc t'avais Romain, t'avais Cyril, t'avais les développeurs, t'avais, je sais plus comment il s'appelle. Luc et Thibault. Ouais, voilà. Et c'était justement pour avoir une conversation honnête entre, je veux dire, les dirigeants, les développeurs, et puis moi qui jouais un peu le rôle de stakeholder des artistes, tu vois. Ouais, porte-parole du terrain, quoi. Ouais, c'est ouais, ça. Et la conversation, elle était totalement ouverte et je suis pas étonné que certaines choses que j'ai manifestées, qui sont pas des idées à moi, mais en fait qui représentent les Un idées besoin. de tous les artistes, un Bien besoin de sûr. tous les artistes, bah, aient été Ouais, prises en logique, compte, tu vois. Ouais. Et ça, c'est pour ça que j'aime bien Cyril, j'aime bien son équipe, j'aime bien Deepster, parce que voilà, il n'y a pas de trucs bizarres, et ils restent à l'écoute des artistes. Sur la BSL, je l'ai dit, hein, et je le redirai 10 fois, 20 fois, 30 fois, jusqu'à ce que vous deveniez trop gros pour écouter les artistes, tu vois. La BSL, je sais pas de quoi tu parles, c'est parce que j'oublie les trop trucs loin. où je perds, moi. La beatmaking Mais speed running je sais league. plus, c'est quoi Ah, ça? d'accord, je vois. Non, excuse-moi. Non, mais ça, c'était un épisode pour du beurre. Oui. C'était un épisode pour du beurre. oui. Il y a le J'ai pas deuxième dormi 3 nuits quand même. C'est le mec qui déteste me perdre. C'est pas grave, c'est cool les gars. Mais tu sais, c'était avec ça, d'ailleurs, c'était aussi pour essayer de
de ramener un peu de compétitivité dans la discipline du beatmaking. Et c'est vrai qu'après ça, les joueurs, ils m'ont appelé aussi, ils n'ont pas dormi pendant 3 nuits. Ouais. Tu vois. Ouais. Ils m'ont appelé, Jaben notamment, il a dit, Olivier, j'ai fait une erreur stratégique en fait, parce qu'il y avait un son que je maîtrisais, et puis là, j'ai décidé de commencer un peu à freestyler. Et il me dit, je me suis entraîné toute la nuit pour pas que ça réarrive une autre fois. Et je suis content de voir ça, parce que si les personnes se dépassent pour quelque chose qui a l'air sportif à la surface, ils peuvent ensuite reprendre ça et les appliquer au studio et puis surpasser au studio. Peut-être réexplique ce que c'est la BSL du coup, parce que je pense qu'il y a des gens Ok, qui donc la BSL, c'est une discipline e-sport que j'ai totalement inventée, centrée autour du beatmaking. Donc j'ai décidé de créer des règles pour faire une compétition qui oppose des beatmakers et voir quel beatmaker est meilleur. Avec quand même la particularité que la BSL, c'est du speedrunning. Donc ils doivent essayer de recomposer une prod sur laquelle ils se sont entraînés le plus rapidement possible. Et la personne qui va le plus vite reçoit des points d'avance. Et ensuite, on compare qualitativement les deux prods, quoi. C'est ça. Mais c'est quelque chose qui n'existait pas, qui n'a jamais existé nulle part, et que j'ai mis en place. On a fait une vidéo sur laquelle Cyril a joué le jeu avec Deepster de sponsoriser une équipe. Et franchement, la vidéo fonctionne plutôt bien. Et si le concept continue à plaire aux gens, on va organiser un tournoi IRL et puis j'espère un jour une vraie ligue avec tous les 3 mois un championnat, etc. Mais là, on est au tout début. On est à l'étape 2. L'idée est validée. Maintenant, voyons voir si on peut en faire quelque chose derrière. T'as joué à LoL ou pas, toi? Non. Ok, parce que ça fait très le truc tous les 3 mois avec une grosse compétition à la fin de l'année et tout. Mais comme tous les trucs de en fait, moi j'ai regardé l'e-sport et j'ai dit, mais eux, quand je vois les collègues là qui jouent à LoL que je comprends pas et que j'arrive pas à comprendre, pas parce que c'est incompréhensible, c'est juste parce que mon cerveau n'est pas assez développé pour comprendre ce jeu-là. Chacun ses taf. Tu vois. Mais quand je vois, je me dis, mais eux, ils nous ressemblent en fait. Et la mentalité. La mentalité, le fait qu'on les appelle des geeks, les faits et le machin, et au final, ils arrivent à se dépasser et ils font des performances que, aujourd'hui, je veux dire, je commence LoL, je suis clairement une merde, tu vois. League of Legends, peut-être. Oui. Ah, c'est ça. D'accord, D'accord, parce que Ouais. je suis en train de pardon, je sais, pardon. LOL. Le vieux, d'accord, ok. Ah ouais, qui est un jeu e-sport, c'est pas un des plus fameux actuellement, quoi. Mais c'était ça, je me suis dit, ils nous ressemblent et ils arrivent à remplir des salles, ils arrivent à remplir des arènes. Tu vois ce que Kameto il fait, ne fût-ce qu'en France. Et je me dis, nous aussi, on peut avoir ça, surtout que les beatmakers, on les a toujours vus comme les techniciens de studio, on les met pas souvent en avant. Et ça pose un problème économique qui soit pas mis en avant parce que du coup ils peuvent pas développer leur business si on sait pas que c'est eux qui font ci et ça. Et je voulais Pardon ? Ce sont des gens de l'ombre. Voilà. Mais je trouve qu'aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, tout le monde peut être mis à la lumière sans pour autant voler la star des. Tu vois, c'est un truc parallèle. On n'essaye pas de remplacer les artistes, on n'essaye pas de changer l'industrie musicale. Non, on fait notre petit jeu de notre côté. Et si je peux ramener de toute façon, c'est des gens marques, qui font déjà ça. Donc en fait, si on peut les mettre en avant, c'est lourd, quoi. Surtout que les gens, quand ils voient ça, je veux dire, sur TikTok, il y a un gars, son extrait, il a fait 1,1 million de vues. Putain. Ça veut dire c'est plus mainstream que ce qu'on croit. Et les gens voient ça, ils sont impressionnés parce qu'en fait. Et même si tu connais rien à la musique, tu vois le processus là, le fait que tu n'as pas le droit à l'erreur. Et puis en plus, c'est vrai que hors ça, t'as des mecs comme par exemple, pour parler que de lui, mais Say par exemple, qui est beatmaker, qui arrive à sortir du lot grâce à l'image. Ouais, c'est une fonction, une compétence que tout le monde n'a pas, ça. Et c'est vrai que la plupart des beatmakers qui vivent dans le cliché du studio en sous-sol et tout, que personne ne connaît, mais on n'est pas très loin. Hein. Dans sa chambre. Oui, dans sa chambre et tout. Et c'est vrai que les mettre en avant, il y en a qui vont pas vouloir parce qu'ils sont bien dans leur petit monde, mais il y en a qui ont besoin de ça parce qu'en plus on parlait tout à l'heure de la problématique de la musique et du nombre de la facilité maintenant de sortir des sons. Et donc du coup de plus en plus de concurrence, donc automatiquement pour les majors, tout ça, plus de facilité à récupérer ce qui sort du lot. Mais c'est vrai que quand tu es beatmaker, en général, on va te faire travailler par rapport à tes disques d'or ou par rapport à des relationnels ou par rapport à ton prix, parce qu'il y a des artistes aussi, moi je l'ai vu, où ils vont prendre parce que le mec il est plus cher que l'autre ou parce qu'il a telle référence, il a travaillé avec un tel, alors que la vraie compétence pure et des mecs, ça les fait découvrir et c'est hyper intéressant. Et je pense que pour un beatmaker, ce concept-là peut être absolument fou. Au fait que tu acceptes aussi, pour parler d'un sujet tabou, de donner des parts de ton droit d'auteur, compositeur à l'interprète qui va poser sur ta chanson. Oui, mais de toute façon, c'est important de mettre ça en avant aussi, l'image de cet aspect de la musique.
bon, je vais encore me prendre les foudres de guerre, mais qui est quand même aujourd'hui, pour beaucoup d'artistes, 80-90% de la qualité du son. C'est-à-dire, 90%, je sais pas. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même... Ça a une place prépondérante. Moi, je dis toujours, c'est la prod, le refrain. Et puis, si les 10% des restants, t'arrives à mettre des paroles quand même, tu sais, qui touchent, qui dépassent une génération, ben là t'as un classique. Mais c'est vrai que c'est de base, c'est prod refrain, quoi. Prod, refrain, après, t'as des... Et puis, oui, après, t'as l'artiste qui va mettre son truc. C'est sûr que c'est important. Mais quand même, tu vois, moi j'ai appris, je suis pas du tout dans la musique, enfin, tu le sais, de toute façon vous le savez, moi je suis pas du tout talentueux pour ça, j'ai d'autres talents mais pas celui de... Le gars il dit je suis pas du tout dans la musique et derrière lui il a des disques d'or. Moi je suis vraiment pas dans la musique. Mais c'est parce que c'est facile. Il a acheté ça sur Snap. Non, c'est parce que j'ai eu un cheat code. Mais non, mais en vrai, oui, mais moi je suis un homme d'affaires, donc je m'entoure des bonnes personnes qui savent faire les disques d'or, tu vois. Sûr. C'est-à-dire moi, c'est pas moi ni qui chante, ni qui fait les prods. Je crois que je suis allé 2 fois dans un studio, tu vois, dans ma vie. Tu peux vendre des voitures sans savoir fabriquer un V8, quoi. Ah oui, ben voilà, exactement. Je veux dire, moi, mais moi j'ai jamais, c'est pas ma compétence numéro 1, quoi. On va dire. Ouais, bien sûr. Mais ok, cool, super. Et donc du coup, parce que j'ai perdu mon fil, on va couper. On coupera le truc. Et du coup, ce projet-là, moi, j'aimerais vraiment, on va en profiter maintenant qu'on a tous les deux, parce que je te l'ai dit déjà plein de fois, vraiment que tu fasses un retour. Ça serait vraiment cool, quoi. Parce que moi, j'ai tellement d'idées pour rendre le truc encore plus spectaculaire que je veux vraiment venir, quoi. Tu vois, vraiment faire un truc. Écoute, c'est là, hein. Là, j'essaye de faire en place. Parce que j'ai vu que tu avais demandé des sponsors. Ouais. Mais vu que j'ai pas vu Dipster. Comment ça, t'as pas vu Dipster? Mais non, t'as mis que les grandes maisons de disques. Mais non, en fait, ça c'est pour construire l'histoire. Bon, ça va. Je les nargue un peu, je leur dis bon, vous jouez le jeu, c'est vous qui êtes censé être. En fait, pour donner du contexte, j'ai publié une story en disant je cherche des sponsors pour le 2e épisode et j'ai tagué toutes les majors. Ils t'ont répondu ou pas? Non, mais ils m'ont laissé en vue. Mais je les connais tous. On se connaît, je sais c'est qui derrière le compte, je sais c'est qui dans les bureaux. Mais eux, ils se prétendent être les maisons des artistes et encore plus des compositeurs. Et je trouve que faut innover un moment. Venez, faut jouer le jeu et c'est à vous de jouer le jeu. Faut pas attendre que tout le monde joue le jeu pour commencer derrière. Donc c'était un peu pour dire j'ai fait une invitation ouverte. Ils m'ont ignoré parce que tu sais, c'est toujours bon. T'aimerais qu'ils prennent plus de risques du coup? En tout cas là-dessus, pour moi, la BSL, avant que ce soit Dipster, avant que ce soit Bolero, ça devrait être Sony ATV, ça devrait être Universal Music Publishing France, ça devrait être les gens qui essayent de créer des carrières de compositeurs, tu sais, qui pour la plupart signent des beatmakers, parce que le beatmaker, c'est facile à signer, tu sais, il place une prod, il est déjà rentable, tu le signes, etc. Tu te fais que du bénéf. Moi, je trouve que c'est eux qui devraient être les premiers à jouer le jeu dans la BSL, à dire on va mettre en avant nos talents, tu vois. C'est comme s'il y avait une compétition d'auteurs. C'est eux les premiers qui devraient être en train d'encadrer cette compétition pour mettre en avant les auteurs. Et donc, dans ce contexte-là, c'est pour ça que je les ai invités, entre guillemets, mais je savais que ça allait pas faire mouche et que je dois avoir des conversations beaucoup plus approfondies avec les parties prenantes pour qu'ils décident de jouer le jeu. Mais voilà, comme ça, dans 2 ans, je dirais, je les avais invités. Tu vois. Mais est-ce que tu penses pas justement que quand il y a des institutions comme ça qui, comme tu disais, Romain, au début, qui sont quand même... qui datent, mais qui sont extrêmement solides et qui... Enfin, comment dire? Pour la notoriété. Le fonctionnement... Ouais, non, pas la notoriété. Le fonctionnement est tellement ancré. Elles sont de moins en moins incitées à prendre des risques. C'est ça. C'est-à-dire que ce sont des espèces de groupes paquebots. C'est ça. À chaque fois qu'une décision est prise, elle met du temps à être appliquée et elles sont plutôt suiveuses, malheureusement, que leadeuses. Je prends un exemple sur l'intelligence artificielle. L'utilisation, à moins que ça ait changé ces derniers temps, mais l'utilisation de l'intelligence artificielle était proscrite dans ces organisations. Bien sûr. Si on remonte un petit peu plus loin dans le temps, avant de passer au streaming et au digital, c'est une industrie qui attaquait les personnes qui téléchargeaient illégalement les morceaux. Donc c'est une industrie qui suit plutôt. Et parce qu'elle n'est pas incitée à prendre des risques, parce que le poids des actionnaires et qu'il faut faire attention à chaque euro dépensé. Voilà. Mais justement, est-ce que ce que tu dis, tu aurais voulu qu'il y ait les maisons de disques qui entrent dans... Enfin, qui créent en fait ce truc, que ce soit elles les initiatrices de ce mouvement. Bien sûr. Mais justement, est-ce que c'est pas mieux qu'il y ait des agents, des électrons libres comme toi, qui vont ajouter beaucoup plus de folie que si eux l'avaient fait, qui auraient fait un truc très codifié, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais bien sûr, mais moi je veux vivre dans un monde juste et je pense que c'est injuste de laisser les électrons libres faire ça parce que c'est eux qui ont déjà tout le truc cadenassé, tu vois. Quand ils proposent un contrat, quand j'essaye de signer un compositeur moi-même et qu'ils viennent et ils proposent le triple en avance, je fais pas le figure alors qu'au final une avance c'est juste une dette. Et je pense que le truc équitable à faire, c'est
bah jouons le jeu. Hmm. Ok, il n'y a pas de problème, tu vois. Moi, quand j'ai commencé la musique professionnellement la musique en 2015, je suis venu avec une approche où j'avais déjà un job qui me rémunérait super bien. Et donc, quand je suis arrivé en studio pour produire du rap en 2015, je me suis dit, moi je compte pas sur la SACEM, je compte pas sur les points réels, je m'en fiche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais inviter sur Twitter tous les compositeurs qui veulent venir. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à créer une équipe de compositeurs autour de moi qui était signée chez Sony, qui était signée chez Warner, qui était signée chez Universal, qui était signée chez machin. Mais c'est moi qui faisais le taf d'éditeur. Et je les emmenais partout avec moi et on était de plus en plus nombreux, etc. Et eux, derrière, ils récoltaient. Jusqu'au jour où ils se rendent compte, ah non, cette façon de fonctionner, elle n'est pas si mal. Nous aussi, on va commencer à mettre en place des séminaires où on accepte des compositeurs d'autres maisons de disques. Et donc maintenant, je veux dire, c'est presque la base plutôt que l'exception. Donc voilà, on l'a déjà fait une fois, venez, on le fait une deuxième fois. Donc plutôt que me laisser travailler et vous récolter les fruits, venez, on travaille ensemble et il y aura plus de fruits à récolter pour tout le monde. Et je réfléchis purement business, mais est-ce que tu ne penses pas aussi qu'il y a un côté image? Oui. Parce que si aujourd'hui, un Sony vs contre un Universal, Sony perd. Bah, Ferrari, McLaren. Ouais, mais c'est des compétiteurs déjà, eux, à la base. Bah, c'est déjà des mecs qui s'affrontent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu amènes un nouveau truc d'affrontement dans la musique qui n'existait pas avant. Enfin, il y avait des concurrences, mais c'était pas un contre l'autre. Tu vois ce que je veux dire? En gros, tu dis que c'était pas des battles. Non, je me dis juste que peut-être qu'ils n'ont pas le. S'ils arrivent en réunion et qu'ils disent tiens, on va participer à ça, et que derrière, c'est pas. Tu sais, aujourd'hui. En fait, le problème, c'est que toutes ces boîtes-là. Pour moi, hein, les maisons de disques, tu sais ce que j'en pense, mais pour moi, les maisons de disques, elles vivent dans un monde qui n'existe pas et elles font croire à des choses qui n'existent pas. Donc les artistes, ils arrivent un peu comme dans un piège d'une espèce de plante qui est carnivore, là, et quand tu es dedans, tu te fais bloquer. Et je me dis aujourd'hui, vu que tout est reposé sur leur image, un peu obscur, qu'on ne sait pas trop ce qu'ils font en fait au final, les artistes ils arrivent là-dedans parce qu'à chaque fois les artistes maintenant de plus en plus se plaignent de tout ça, leur image elle commence à être déjà un petit peu tendue, tu vois, un petit peu compliquée. Et si tu arrives et que tu les mets dans des compétitions où il y en a une qui va pouvoir prendre le lead sur l'autre, je sais pas comment eux peuvent percevoir ça, parce que j'ai... Ben, tu sais, il y a ce que tu dis, mais après, il y a aussi la niche du beatmaking ou des compositeurs, tu vois. C'est vrai que les majors se battent pour les parts de marché sur le côté master, sur Spotify, essayer d'être là sur Spotify, essayer d'être là ici et là. Pour plaire les investisseurs, par exemple, tu sais, Universal qui est listé à la bourse de je sais plus où. D'Amsterdam, voilà. Et aussi parce que plus tu as de parts de marché, mieux le streaming, mieux est rémunéré. Mais sur la partie beatmaker, en fait, un beatmaker, quand il choisit de signer chez Sony ATV versus UMP, à aucun moment il se dit c'est parce que cette enseigne a des parts de marché ou parce que cette enseigne représente quelque chose de prestigieux. Il va juste là où il y a le deal le plus ou moins le plus cool et tous les deals de toute façon sont formatés. Ouais. Donc c'est, lui il m'a donné 10 000 € en plus. Et là, je trouve justement, c'est l'occasion non seulement de se taper, de peut-être perdre, entre guillemets, mais si tu perds, t'investis un peu plus sur les compositeurs, vous revenez, tu fais une armée. Là, on développe un vrai truc. On développe un vrai truc. Mais ça, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. Ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'encore une fois, mais de toute façon, aujourd'hui, je m'en fous parce que mon objectif, c'est plus de plaire à l'industrie musicale, c'est d'aller à contre-pied. Donc, je peux dire ce genre de choses. Mais pour moi, aujourd'hui, la quasi-totalité, pas tous, parce qu'il y en a qui font le taf un peu différemment quand même. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ces éditeurs-là sont pas juste des mecs à avance? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que moi, je suis d'accord avec tout ton point de vue sur les maisons de disques, mais je n'utiliserai pas le terme des mecs à avance parce que je trouve que quand même les personnes qui travaillent dans ces labels, eux, c'est des gens, ils aiment la musique, hein, tu vois. Je sais que si je prends n'importe qui de chez UMP, que je l'amène avec moi et qu'on part dîner, on sera d'accord sur 95% des sujets. C'est vrai qu'une fois que tu mets toutes ces personnes qui sont passionnées de musique, qui sont sorties... je sais pas de quelle école, mais qui ont décidé de se lancer dans l'industrie musicale tellement ils adorent la musique, tellement ils aiment les artistes, etc. Quand tu les mets tous ensemble avec un système archaïque, c'est là où ça devient une espèce de... c'est pas gangrène, peut-être, ça fait peut-être fort comme terme, mais ça les... Comment dire? Ils se... Merde, c'est quoi le mot? Cantonne à ce fonctionnement-là, du coup? Ça en fait, ça crée une espèce de machine qui est plus grosse qui est dysfonctionnelle. Ouais, mais en fait, chaque individu, moi, je les trouve plutôt brillants, plutôt passionnés, plutôt intéressés. C'est pour ça que j'utiliserai pas le terme des mecs à avance, parce que les mecs, eux, et les meufs qui travaillent dans la musique,
En général, je les trouve chouettes. Hein. Non, mais t'as sûrement des gens très compétents à certains niveaux, mais plus ça évolue dans le temps, et plus maintenant, enfin, moi, encore une fois, je parle, je vais pas donner de trucs, mais nos chefs de projet, c'était des gamins en alternance dans les dernières années. Hein. Je veux dire, nous, pourtant, on avait des je veux dire, les mecs aujourd'hui, tu vois, les maisons disques ont évolué aujourd'hui dans un pur objet financier. On récupère ceux qui font des streams, on leur fait des plus grosses avances parce qu'on a le cash et qu'on peut se permettre de dealer ça sur 7 ans, 10 ans. Donc on étouffe mais pour les éditions, regarde aujourd'hui, la plupart des éditeurs, à part, je te dis, je vais quand même le citer parce que c'est un mec que j'aime beaucoup, Bourgeois de chez Sony à TV, qui m'a toujours suivi, moi, avec Sony, et qui a toujours été, qui prenait des risques. Mais j'ai tous les autres boîtes d'édition chez qui je suis allé, alors peut-être que j'étais pas crédible, hein, j'en sais rien, mais j'avais quand même des projets qui étaient intéressants. Ouais. Mais tous, à chaque fois qu'ils me proposaient, c'était combien ça génère d'argent. Ok, qu'est-ce qu'il y a comme projet, combien il y a de titres. C'était pas faites-moi écouter les titres. Enfin, moi, ça fait très longtemps qu'on m'a pas dit fais-moi écouter un titre. Aujourd'hui, maintenant, c'est devenu des statistiques. Donc, vu que c'est vrai. Tu vois, on va dire que c'est devenu très financier. Donc, du coup, ces mecs-là, ils sont dans la finance. Et est-ce que ça les excite ? Moi, quand tu m'appelles et que tu me dis viens faire un concours, je suis comme un gamin, je te jure, j'étais hyper content. Bon, déjà que tu nous proposes, mais en plus de le faire, ça m'a vraiment hypé, tu vois. Ouais. Mais qu'on perde ou qu'on gagne, même si voilà. Mais ça fait chier qu'on ait perdu. Mais globalement, j'étais hypé parce que c'est excitant comme truc. Mais eux, je sais pas s'ils ont cette. Est-ce qu'ils ont cette Non, mais est-ce que c'est des mecs qui s'amusent ou c'est purement des banquiers aujourd'hui? Tu vois, c'est une vraie question. Pour moi, c'est purement des banquiers. Et même s'il y en a dedans qui veulent s'amuser, t'as des mecs au-dessus qui arrivent qui disent calme-toi, tu vois. Ouais, regarde la structure. Tu vois. Le problème, c'est ça, c'est qu'il y a des objectifs. On donne des objectifs du haut vers le bas qui sont contradictoires avec ce que les gens devraient faire dans ce métier-là. Je m'explique. Ces dernières années, toujours sous la pression des groupes d'actionnaires qui sont rentrés au capital de ces entités-là, on a demandé de générer de la rentabilité à court terme. C'est-à-dire qu'auparavant, il y a quelques années, il fallait générer sur une base annuelle un certain niveau de rentabilité. Si on finissait bien l'année, c'était top. Tu avais au moins une année pour planifier tes sorties, signer tes artistes, sortir tes albums. Si ça se décalait un peu, ça allait. Tu arrivais toujours à bricoler. Mais ces toutes dernières années, l'obligation de rentabilité, elle est devenue trimestrielle, voire mensuelle. Et ça change tout le paradigme. C'est-à-dire que tu ne peux plus vraiment décaler des projets, parce que si tu décales un truc, tu as intérêt à doublement le compenser sur le mois d'après. Et donc ça te pousse soit à faire des bêtises, soit à prendre des décisions à court terme qui vont contre la logique de rentabilité. Là aussi, je m'explique. Au lieu de prendre des risques sur des artistes peut-être moins connus, mais sur lesquels tu pourrais gagner beaucoup d'argent, parce que les artistes sont moins connus, tu vas plutôt t'orienter vers des artistes qui sont déjà bien installés, et que tu vas donc signer à des conditions moins favorables pour toi, le label, qui est censé générer de la rentabilité. Donc, parce qu'il y a des objectifs de rentabilité à court terme, toi, tu es contraint d'aller vers des choses qui sont moins rentables, mais moins risquées. Et tout ça, ça a changé le modèle, ce qui explique aussi peut-être qu'on puisse effectivement trouver des gens qui sont motivés, passionnés, mais qui n'ont pas les moyens d'exprimer cette motivation, cette passion, voire dans le pire des cas, des gens qui sont moins expérimentés parce qu'ils coûtent moins cher. Oui, mais c'est dû à quoi ça, tu penses ? Ça, c'est dû, c'est purement dû à la logique des actionnaires, des grands groupes, qui font pression pour que, au niveau quarterly, donc au niveau trimestriel, les objectifs de rentabilité soient atteints. Si tu es en dessous de tes objectifs de rentabilité à court terme sur un trimestre donné, l'impact va être tellement désastreux sur le prix de l'action que tu ne peux pas te permettre maintenant juste de dire tiens, on a réalisé nos objectifs sur l'année. Non. Si tu réalises ton objectif sur l'année, mais que ça a été très compliqué le restant de l'année, ça ne le fait plus. Maintenant, il faut que tout au long de l'année, tu délivres des résultats absolument incroyables. Et il vaut mieux que les résultats augmentent d'une année sur l'autre, parce que la narration vis-à-vis des actionnaires, c'est que le marché du streaming, c'est fantastique. Il n'y a aucun coût. Le physique, ça coûtait cher. Il fallait fabriquer des disques, il fallait les envoyer en magasin, il fallait les faire revenir quand il y avait des invendus, il fallait les casser, etc. Le streaming, c'est génial. Ça s'exporte. Tout le catalogue anglo-saxon, il se fait réécouter à l'étranger. Les Beatles et les Rolling Stones et les Queen et tous ces groupes-là, aujourd'hui, génèrent plus d'argent qu'ils n'en ont jamais généré malgré l'ancienneté de leur répertoire. Et donc, voilà, toute l'histoire qui est racontée aux actionnaires, c'est ça. Ouais, donc du coup, ça donne un côté, tu as une obligation, une pression qui doit être... De toujours oui, parce qu'après, c'est le marché, il est aussi comme ça, on est obligé de prendre le...
Mais c'est vrai que Mais là où il y a une opportunité, pardon Cyril, c'est pour les indépendants, qu'on est tous ici autour de cette table. C'est quand on regarde l'évolution de la part de marché des indépendants aujourd'hui au niveau mondial, depuis un certain nombre d'années, cette part de marché des indés aujourd'hui, elle est plus grosse que la plus grosse des majors. Et dans les indépendants, on compte les labels indépendants, mais aussi tout ce qui est direct to fan. C'est-à-dire les gens qui vendent directement à leurs fans via des plateformes qui permettent cela. C'est bien de le préciser. Ouais. Mais justement, moi, mon audience, elle est beaucoup plus constituée, comme je dis à chaque fois, d'artistes indés qui se lancent ou qui veulent se professionnaliser, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a toujours un gap. On a des informations sur le haut du panier, le très haut même du panier. On a des infos pas très sexy sur le bas du panier. Mais il manque toujours, je trouve, beaucoup de data sur comment, entre guillemets, on passe de l'un à l'autre. Vous qui avez du coup beaucoup d'expérience dans la musique, vous avez pu bosser avec beaucoup de gens. Qu'est-ce que vous conseilleriez, avec vos domaines d'expertise, à un artiste indé qui veut se lancer, mais qui, par exemple, fait déjà du son depuis quelques années, et qui se dit, moi, je veux tout niquer. Comment dire ? Liquer le secret, même ça serait bien, mais vous voyez ce que je veux dire ? La première chose, je dirais, c'est la régularité. Il faut arriver à un stade où tu n'es plus contraint d'être trop régulier parce que tes fans ne vont pas forcément aller voir ailleurs. Mais avant d'atteindre ce stade-là, il va falloir fournir énormément de travail, beaucoup plus qu'avant, pour tout ce qu'on a dit depuis le début sur le fait que l'attention des gens, elle a plutôt tendance à se raccourcir, etc. Il faut être très régulier, il faut solliciter son audience pour échauffer les algorithmes aussi, en sortant régulièrement des titres et en faisant des collabs, jusqu'à ce que tu atteignes un seuil critique. Il faut jamais collab, lâcher. c'est intéressant aussi. Le collab, ce n'est rien de plus que du partage d'audience, tout à fait. à l'ère du streaming. Ça, ce serait mon premier conseil. Et après, évidemment, la singularité dans l'image et dans ton discours. Mais le premier truc en termes d'éthique de travail, c'est la régularité et le réseau qui te permettent de faire de la collab. Quand tu dis le réseau, c'est quoi ? C'est le réseau de tes pairs comme PAIRS, tes artistes pairs avec lesquels tu vas pouvoir collaborer. Tu pars petit, toujours avec des artistes de la même taille que toi. Tu partages ton audience, ça te permet de grossir. Et puis après, tu vas chercher des artistes. Tu passes des steps, en fait. Beaucoup d'artistes sont très, très, très solitaires et veulent faire tout le temps leur truc dans leur coin. Ils savent pas trop comment se connecter. Moi, je les pousse à... je les engueule un peu. Là. Je prends une direction où je leur tape dessus parce qu'ils me saoulent. Et je les aime à la fois énormément. Mais je suis en mode, putain, bougez-vous le cul. Et donc, moi, je leur dis, allez dans des scènes, allez dans des open mic. De quoi ? Le mec, il a dit un truc, il faut vite qu'il ait rattrapé le truc. Mais je les aime quand même. Hein. Ah non, mais en fait, je les adore, mais ils me tendent. Parce que c'est des gens passionnés, c'est des gens qui ont généralement un grand cœur, qui font ça par vraiment pure passion. Mais derrière, putain, bougez-vous le cul. Merde. Parce qu'il y a des gens, ils ont vraiment des choses intéressantes à dire. Toi, si t'as un truc à donner en conseil, en tips vraiment, parce que vu que c'est quand même majoritairement des artistes qui nous écoutent. Moi, tu sais, ce serait, je pense qu'en 2025, on peut avoir un changement de philosophie. Et tu vois, la question que tu as posée, c'est qu'est-ce que tu dirais à un artiste qui veut tout péter, tu vois, qui veut ses pairs. Je lui dirais, je cherche pas à tout péter. C'est en fait, aujourd'hui, tu peux te permettre, et je regarde comment les créateurs de contenu fonctionnent. Tu vas avoir un petit gamin dans sa chambre, il va faire une vidéo avec les moyens qu'il a pour faire cette vidéo, mais il va essayer de faire la meilleure vidéo qu'il peut faire. Il va monter lui-même avec ses connaissances techniques du logiciel de montage, essayer de faire, tu sais, d'avoir le meilleur rythme, etc. Sur base de ses compétences, il va sortir le truc il va faire 1000 vues, le gars il va être content. Il va dire, oh putain, il y a 1000 vues, j'ai eu 1000 vues. Il sait que s'il arrive à 10 000 vues, il pourra commencer à toucher une monétisation. Il en fait une autre vidéo. Là, on vient sur la régularité, donc il devient un peu plus régulier. Il finit par, un jour ou l'autre, arriver à ses 10 000 vues. Ces 10 000 vues lui emmènent une monétisation. Avec cet argent, il commence à investir, à prendre une caméra, à prendre un micro, à prendre des lights, etc., etc. Et il continue comme ça. Et en fait, il ne s'arrête jamais parce qu'il est passionné, parce qu'il adore ce qu'il fait. Mais il a toujours, il se dit, moi, si demain je suis dans une meilleure position que j'étais la veille, c'est super pour moi. Et au final, ces gens-là, ils passent de 10 000 vues à 10 millions de vues. Et ça s'est juste fait comme ça. Ouais. Tu prends 10 ans de... Tu vois ? Mais parfois même pas 10 ans. Hein. Parfois 5 ans, parfois 4 ans. Maintenant, tu prends un artiste. L'artiste, tu vas le voir, il va dire, ouais, et tout, moi, je veux tout péter. Je veux tout péter. Et du coup, pour tout péter, j'ai besoin du clip à 90 000 € pour la première chanson que j'ai jamais enregistrée. C'est déjà problématique. T'es déjà dans un problème. Et l'avantage que les artistes qui commencent ont,
c'est que tu fasses le clip à 90 000 euros ou que tu le fasses pas, tu feras plus ou moins le même nombre de streams de toute façon. Donc viens, prends la part qui te met pas une pression énorme alors qu'en fait tu viens de commencer. Accepte que tu viens de commencer. Accepte que oui, peut-être avec le travail et la discipline, tu vas arriver à proposer quelque chose d'artistique qui éteint tout le monde. Mais là, actuellement, mon gars, non, t'éteins pas tout le monde. Ouais, bien sûr. Viens, commence, travaille. Et je trouve qu'on doit prendre cette philosophie-là et de dire, bon, moi, mon objectif, c'est juste de faire en sorte, que j'arrive je veux vivre de ma musique. Donc, que j'arrive à un moment où j'ai une économie qui me permet de monétiser et donc, entre guillemets, de vivre de ma musique. Et t'as pas besoin de faire 100 000 titres ou t'as pas besoin de faire un carton interplanétaire pour y arriver. Et ensuite, une fois que tu y arrives, ben voilà, tu commences à réinvestir. Vois ça plus comme un entrepreneur que comme les stars des années 80, 90, tu vois. Mais je pense que alors, ce que tu dis, c'est totalement juste. On en parle souvent, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème aussi, c'est que le fait de laisser Internet laisse la possibilité à tout le monde de parler. Et du coup, tout le monde de montrer leur vie qui n'existe pas, parce que 99% de ce qu'on voit sur Internet, c'est faux. Mais pour autant, c'est très compliqué, parce que je me mets à la place d'un artiste. Quand je vois un artiste, regarde à l'époque des fakes d'achat, de stream et tout ça, tu avais des artistes qui arrivaient, ils se payaient avant que les maisons de disques le crament, ils se payaient des carrières parce qu'ils trichaient, parce qu'ils s'inventaient un truc et les gens en parlaient et tout ça. Faux abonnés, faux stream. Faux abonnés, faux stream. Aujourd'hui, les gens... J'ai l'impression qu'ils sont plus à la recherche d'authenticité. Ben non, mais un artiste, il va vouloir de suite avoir une crédibilité immédiate pour faire partie du game. Mais tu vois, le truc aussi tout le temps au top du top. Oui, aussi, voilà, mais le truc de dire, je fais 1000, je fais 2000, je fais 10 000. Oui, moi j'aurais cette philosophie si j'étais artiste et j'irais doucement, tout en essayant quand même à comprendre le fonctionnement. Mais c'est quelque chose qui est très difficile pour la nouvelle génération, surtout de leur dire, vous avez 4 ans pour y arriver. Parce qu'ils ont en face d'eux des exemples, surtout quand tu regardes les trucs de mecs qui expliquent qu'ils sont devenus millionnaires avec les sites, les machins et tout, t'as l'impression que t'es un con en fait. Parce que les gamins, ils ont 20 ans, ils font des putains de trucs à Dubaï, à machin. Tu sais même pas comment c'est possible, en fait, parce que tu sais que c'est pas vrai, tu vois. Et donc, tu as cette image-là. Je pense que les réseaux sociaux, ça tue aussi ce côté. Prenez votre temps, les gars, c'est normal, vous êtes un entrepreneur. Et un entrepreneur, ça va gagner petit à petit. Et je pense que tous les parcours sont extrêmement différents. Il y a des parcours qui sont très linéaires, d'autres qui sont explosifs. Oui, mais tu vas voir des parcours tout le monde va parler d'une Weshden. Alors ouais, Weshden, elle arrive, elle sort 2 titres, boum boum, les mêmes. Ok, très bonne réflexion marketing et tout, ça y a rien à dire. Le son, il explose. Mais elle avait une équipe, elle avait un mec qui savait de quoi il parlait. Il y a eu plein de trucs autour de ça. Et donc les mecs vont dire ou les nanas, je veux faire Weshden. Mais c'est vrai que c'est dommage que dans les réseaux, on monte pas plutôt. Mais peut-être ça intéresse personne en fait, tout le monde s'en branle. Non, c'est pas que ça intéresse personne, c'est que juste quand tu commences et que tu fais que tes 1000 streams et tes 2000 streams, bon, il y a que 300 personnes qui t'ont vu. Il n'y a que 300 personnes qui se rappellent que tu as commencé par là, tu vois. Tu regardes le récent succès de Théodora, par exemple. Tu parlais de Weshden, mais là, on a Théodora qui a tout pété avec un titre, etc. Mais ça fait des années qu'elle bosse sur sa musique. Alors là, les gens qui la découvrent, ils disent « Ah, Théodora, Congolais sous BBL... ça vient de nulle part, ça vient de péter. Ça fait 15 ans qu'elle travaille. » Exactement, tu vois, et qu'elle a déjà 2 projets qui sont sortis. Mais là, vu que personne ne le voyait, ils ne le considèrent pas quand ils essayent d'expliquer son succès ou... son rise to fame. Mais je pense que les artistes qui sont vraiment artistes, donc dans le cœur, qui ont envie de proposer quelque chose parce que c'est des passionnés, parce qu'ils aiment la musique, ils entendent ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire, s'il y a un artiste là qui écoute, ça résonne en lui. Il dit, bah ouais. Il dit, moi en fait, c'est vrai que parfois je me laisse distraire par les réseaux sociaux, comme tu disais, avant de dormir, tu vas être là, tu vas un peu scroller. Mais en fait, moi, ce que j'ai envie de proposer, c'est quelque chose d'universel qui dépasse juste le moment. J'ai envie de réellement marquer mon époque. Et les vrais artistes, ils ont ça. Et ils entendent. À chaque fois qu'on le dise, ils entendent. Et donc, tu crois qu'on peut simplifier à dire, si tu es un vrai artiste, tu sais au fond de toi que tu dois prendre ton temps et faire les choses bien. Et si tu es juste quelqu'un qui dit, je veux faire de la fame, c'est que c'est pas pour toi, quoi, en fait. Non, c'est qu'aujourd'hui, il existe une industrie. On va l'appeler... Mais elle a toujours existé. Je vais l'appeler l'industrie de la musique commerciale. Tu vois, où tu peux, si tu veux juste de la fame, te débrouiller, hein, tu vois. Aujourd'hui, moi, il y a un artiste qui viendrait qui dit, moi, là, Olivier, la seule chose que je veux faire, c'est de la fame. J'ai pas envie d'être dans le studio. Je veux juste faire un titre et faire mes sous. Je sais exactement quel titre il doit faire, hein.
il fait ce titre, il a la fame, il a les sous pendant un petit moment, mais ça dure combien de temps? Et est-ce que comment tu peux avoir la fierté de dire je suis un artiste à ce moment-là, tu vois? Pour moi, c'est une autre classe. C'est des gens, c'est des businessmen de c'est ça. la musique. Parce que pour avoir la fame, tu dois passer par certains réseaux, notamment la radio, qui vont faire que tu vas toucher des gens qui sont un public qui est beaucoup plus volatile. Alors qu'il y a vraiment une prime, comme tu le disais, aux artistes qui prennent le temps de développer une audience, de fidéliser et de construire. Le groupe que je produis, là, on en parlait tout à l'heure, on a fait... je prends juste la ville de Paris, première salle d'Yvan du Monde complet, après Trabendo complet, après Trianon complet, après Élysée Montmartre complet, et là on fait l'Olympia. Bon, et let's go, voilà. Et let's go. Et on passe des steps plutôt que de faire comme ça, et c'est pas la crypto-monnaie en fait, c'est plutôt l'or qui a tendance à monter petit à petit. Et oui, donc faut être un passionné de musique avant d'être un passionné de réussite, quoi, et de pognon, quoi. Parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup d'investissement, beaucoup de prise de risque, beaucoup de, tu vois. Parce que c'est ça qu'on disait aussi pour faire le relais avec les maisons de disques et même nous, parce que nous on investit aussi sur des catalogues et des achats et tout ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui il faut qu'un artiste comprenne qu'il est tout seul jusqu'au moment où il aura la chance d'arriver à un certain niveau. Mais du moment où il démarre jusqu'à un certain niveau, il est tout seul. Jusqu'au moment où il va être intéressant, entre guillemets, pour... Voilà, où il va être intéressant pour les... Soit tu as des producteurs indépendants qui vont vouloir t'accompagner parce que vraiment ils aiment ton projet. Mais ça existe encore vraiment, ça. Mais toutes les grosses entités j'ai l'impression que les vrais producteurs ne viendront qu'au bout du bout pour amplifier ton projet et pour que tu touches une audience qui est peut-être plus volatile. Parce que les vrais producteurs, pour moi, c'est qu'ils ont de l'expérience. Et donc, par définition, ils n'ont plus envie d'être producteurs, quoi. Parce qu'il n'y a rien de plus horrible que métier de producteur. C'est difficile. C'est ingrat, c'est dégueulasse, ça marche pas, c'est pour ta gueule et ça sera ta faute. Et si ça marche, de toute façon, c'est ta faute. Donc, mais quand ça marche, c'est pas grâce à toi, et quand ça marche pas, c'est à cause de toi. Voilà, c'est un peu le... Et c'est toi qui payes. Donc c'est vrai que... C'est un peu la malédiction du producteur. Moi, je connais pas de producteur. Franchement, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle entre producteurs, c'est vraiment de la psychologie, quoi. Toi non plus, ça va pas. Ouais, moi aussi. Non, moi j'ai pas vécu, mais je le vois quand je parle à des producteurs, c'est un peu toujours le même discours. Et puis quand je parle aux artistes, c'est aussi. C'est ça. Ils supportent le discours, ils disent ah ouais, non, mais c'est de la faute de mon producteur. Ah ouais. Et quand il y a le succès, c'est ah ouais, c'est grâce à moi, j'ai l'idée de demander à mon producteur d'investir. Ouais, mais c'est deux mondes qui sont tellement différents qu'en fait, en vrai, c'est vraiment ça. D'un côté, tu as l'artistique avec l'artiste, avec tous les avantages et inconvénients de l'artiste et les névroses de l'artiste. Et à côté, tu as un producteur avec tous ses problèmes et ses névroses aussi. Et du coup, deux mondes ensemble qui n'ont rien à voir. Un, il développe sa vie. L'autre, il développe un instant A qui va jusqu'à un moment B. Tu as une date de péremption en tant que producteur. Vu qu'en France, on ne peut pas ni racheter des masters à 100%, ni avoir la possibilité d'avoir un contrat sur 20 ans. Tu vois, contrairement aux États-Unis. Bon, peut-être heureusement pour les artistes qu'ils n'aient pas toujours le même producteur qui reste collé à leur base. Ouais, bon, des fois, c'est un peu comme ça, mais... Et, ok, du coup, on va sauter. Je pense que c'est hyper intéressant de parler. Du coup, on va un peu concentrer sur toi, vu que nous, on a eu le temps en première partie de déjà discuter. Mais surtout pour le deuxième projet, on aimerait bien que tu nous développes ça. Parce que je trouve que ce projet... nous, on a fait le test... on a fait énormément de vues avec un tout petit budget. C'était la campagne, elle a bien fonctionné. Ouais, c'était incroyable. C'est un génie, gros. C'est un truc incroyable. Mais c'est d'autant plus, ça fait déjà au moins 5 messages que je lui laisse en loose day pour lui dire c'est quand que tu as besoin d'un investisseur. Et à chaque fois, il me répond à côté parce qu'il n'a pas envie que j'en vienne avec lui. Tant non, pis, c'est pas ça. Fallait que je prenne le temps, tu sais, de construire la stratégie. Parce que moi, je veux pas juste lever pour lever, tu vois. Beaucoup de personnes me proposent de l'argent, mais moi, j'ai pas envie de juste prendre de l'argent et puis dire bon, qu'est-ce qu'on fait. Je voulais prendre le temps de construire une stratégie. J'ai fait venir les meilleures personnes, les personnes les plus intelligentes que je connais au monde. Je les ai assis dans une pièce, j'ai dit... C'est là où t'es dégoûté parce que toi t'es pas Non mais... J'ai regardé, j'ai pas d'appel à l'instant. C'est étonnant. Moi-même, j'avais rien à faire dans cette pièce, la vérité. Mais là, j'ai un peu plus de... j'ai un plan et je sais exactement qu'est-ce que je dois faire, combien je dois lever au centime près et où cet argent va aller et pourquoi elle doit aller là, tu vois. Mais donc, on parle de Clip Farm, qui est ma plateforme qui permet aux créateurs de contenu, et pas que, de rémunérer des clippers. Les clippers, ce sont les personnes qui, en général et depuis quelques années, prennent les meilleurs passages de ta vidéo et les repostent sur leurs réseaux sociaux. D'une part, parce qu'ils aiment bien ton contenu et ils veulent te soutenir, et d'autre part, parce qu'ils ont espéré pendant un moment toucher la monétisation de TikTok, etc.
Et c'est plus facile d'accéder à la monétisation quand tu as un contenu qui, déjà à la base, est bonne, plutôt que toi, te lancer toi-même en tant que Avec par exemple des créateur, youtubeurs, des etc. streamers connus déjà, etc. Ouais. Moi, ça fait un moment en fait que je crois au clipping, mais depuis des années sous diverses formes. Et à un moment, je me suis dit, il faut que je rémunère ces clippers. Donc sur la chaîne d'Océane, ma femme, qui est une grande youtubeuse en France, chaque fois qu'elle sortait une vidéo, je payais quelques monteurs des petits billets pour qu'ils clippent le contenu et les repostent sur TikTok et sur Instagram. Et j'ai commencé à mesurer l'impact que ça avait sur nos vues et sur notre notoriété. Et en fait, c'était complètement dingue. Et à un moment, j'avais une équipe, je vais dire, d'une quinzaine de clippers. Ça devenait compliqué chaque fois sur facture de les lancer, de les payer. J'ai dit, j'automatise ça. Là, on est en novembre de l'an passé. Je l'automatise. Et d'un coup, je passe de 15 clippers à 200 clippers qui me disent, ouais, mais Olivier, on est tous en compétition sur tes vidéos alors que tu mets que des 100 euros, des 200 euros. Je dis, vas-y, je l'ouvre aux autres créateurs de contenu. On est en décembre. Tu as, au fil d'une rencontre, MrBeast qui apprend l'existence de ma plateforme, qui vient et qui décide de mettre un gros billet sur une campagne pour tester. Ça commence à prendre de l'ampleur. Et là, du coup, je passe je veux dire, un petit outil que j'avais développé à une vraie plateforme. Donc la version 2 que j'ai sortie en fin janvier, début février. Et on est là. Avec plein d'apprentissages sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment faire quelque chose qui sera indispensable. Moi, je suis convaincu que d'ici 3 ans, le clipping, si ce n'est pas Clip Farm, c'est la philosophie du clipping, remplacera totalement la publicité sur le digital. Ok. Putain, mais tu veux dire, parce que ça, je savais pas, quoi. Tu as d'abord créé l'outil pour un besoin, pour automatiser ton besoin. Oui, toi, c'était pour automatiser. Alors, et après, ça a mûri pour agrandir sur... Ouais. Putain, c'est marrant, pareil que Deepster, parce que Deepster, à la base, c'était pour nos outils à nous, Oui, quoi. juste. Nos besoins personnels d'automatisation de services. Et après, putain, c'est fou. C'est les meilleurs produits, parce que même dans sa version finale, du coup, moi, je continuerai. Si Oui, personne l'utilise, déjà, les gens sont idiots, parce qu'ils devraient l'utiliser, mais moi, je l'utilise. Et en fait, en me rapprochant de l'équipe de MrBeast, eux, ils m'ont dit, ouais, mais en fait, Olivier, nous, le clipping professionnalisé, ça fait 1 an que ça existe à grande échelle. Et donc, ils m'ont introduit maintenant au monde à l'international. Et laissez-moi vous dire à quel point c'est important le clipping et à quel point, en fait, ce n'est pas juste un truc pour permettre à des créateurs de contenu ou à des podcasteurs d'avoir plus de vues. C'est quelque chose c'est une philosophie foncièrement différente. Aux États-Unis, donc ça fait 14 mois maintenant qu'il y a plusieurs serveurs Discord qui existent, qui coordonnent les clippers avec les personnes qui ont besoin de clipping. Le plus gros serveur, il rassemble 6000 clippers aux États-Unis. En 12 mois, en 2024, ils ont permis à différents créateurs de contenu de générer 50 milliards de vues sur TikTok, sur YouTube Shorts, etc. Incroyable. Au mois de janvier 2025, pour un seul client, et je vais vous dire c'est qui, ils ont réussi à générer 15 milliards de vues pour ce client. Et ce client, c'est la plateforme Stake. Donc, si jamais tu es sur Twitter, je ne sais pas si vous voyez Stake. Pas du tout. Non. Voilà, c'est S-T-A-K-E. Et je le fais comme ça parce que le logo, il ressemble à ça. Et en fait, c'est une plateforme de paris en ligne. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit à leurs clippers, écoutez, ne prenez pas notre contenu. Prenez le contenu d'Internet, peu importe ce que vous pouvez trouver, clippez-le et rajoutez notre logo au-dessus du clip. Et en fait, maintenant que je te l'ai dit, la prochaine fois que tu vas sur Twitter, la prochaine fois que tu vas sur Instagram réel, sur TikTok, on ne les voit pas trop, tu vas tomber sur un clip un jour et tu vas voir le logo Stake. Ça va plus loin parce qu'aux États-Unis, ça a dépassé les créateurs de contenu et les plateformes de paris en ligne ou les plateformes un peu illégales. Lors des Grammy, Bruno Mars a fait une campagne de clipping sur ce serveur Discord. Doechi a fait une campagne de clipping sur ce serveur Discord en demandant, ou bien son équipe, en demandant explicitement que les gens clippent son passage au Grammy, ses acceptations des Grammy pour accroître son notoriété. Donc en fait, on n'est plus sur un truc où tu essayes de faire du clipping pour reconvertir en vue, on est sur un truc où juste tu essayes d'agrandir ton notoriété sur Internet. Ouais. Et finalement, la dernière équipe à avoir fait une grosse campagne de clipping il y a 1 mois, c'est Donald Trump.
Donc littéralement, tu as une campagne Putain, de clipping carrément. actuelle que n'importe qui est sur ce Discord peut participer. Ou c'est les Trump, j'imagine via Baron Trump, qui demandent qu'on clippe un maximum de contenu de Donald Trump. Et du coup, on se retrouve maintenant où la campagne de Trump, elle est finie depuis longtemps, et t'as jamais vu autant de clips sur Trump Putain, c'est qu'aujourd'hui. incroyable. Et en fait, derrière, c'est que des clippers. C'est ces 6000 personnes qui sont en train de contrôler le monde. Le monde. La diffusion Ouais. d'images. Ouais. Waouh. Oui, donc ouais, c'est puissant. Moi, je me rappelle, parce que moi, je te suis depuis longtemps, genre à l'époque, la première saison de Un son par jour. J'avais trop kiffé le concept. Non, merci. Et récemment, là, tu avais partagé, je sais même pas si tu avais lancé la première version de Clip Farm, où tu avais partagé des avec campagne de clipping sur Ouais. la vidéo de Océane et sans. Et je te dis, oh putain, ça c'est intéressant. Au début, j'ai pas trop j'étais en mode, ok, c'est intéressant et tout, mais vas-y, j'ai pas trop compris. Et tu as continué à développer ton truc et tout. J'étais en mode, oh putain, je crois que ça va être vraiment huge. Et j'avais trop le seum parce qu'on a fait du coup l'épisode précédent sur Sens Interdit avec Jans. Et je me suis dit, putain, on va faire une campagne. Et là, elle est out parce qu'il y avait un attente pour la V2. Donc je suis en merde, putain, il faut qu'on attende. Donc on a quand même sorti la vidéo. Et on a balancé. On a fait. Je balancé 150 balles avec sa carte d'ailleurs. De toute façon, à chaque fois qu'il y a de l'argent qui sort, c'est avec ma toi, carte. Ouais, c'est normal. Le sugar daddy quoi. Sugar Daddy. Tu veux t'acheter un 5 après bébé Sugar Baby, toi. Ah oui, bah merde, oui, non, effectivement. Par Bref, voie de et du coup, conséquence. je me suis dit, c'est quoi, on va mettre 150 de budget pour voir, tu vois. 950 000 vues. Yadz. Et il y a même quelqu'un qui, hors Clip Farm, avait clippé un truc, et a repris nos clips à nous, mais on s'en fout, ça, comme tu bien dis, ça a sûr. éteint la notoriété, 1,2 million. Ouais. Je suis en mode, oh putain. Et j'ai vu où la vidéo, la courbe, parce que du coup c'est moi qui gère la chaîne, elle tombait, Ouais. et campagne de clipping, et ça remontait. Je suis en mode, Ouais. ça Ouais. va être gros ça. Ça va être vraiment gros. Donc je trouve la plateforme folle. Donc allez voir Clip Farm. Putain, quand on va l'intégrer à Dipster, ça là. Quoi, ça Clip Farm Ouais. Ah bah ouais, tac, direct. Putain. Lance une Direct petite à la température fin. de Quand tu vas le Bah, racheter. quand je serai associé du projet, je pense. Quand tu vas que racheter, c'est pas même. normal. Non, racheter, maintenant il coûte trop cher. Mais je sais pourquoi il a traîné avant de faire rentrer des gens. Parce qu'au début, Tu ça fais coûtait monter moins. la Maintenant, sauce, il ouais. fait Oui, monter bah le. oui, c'est- raison. non, ça coûtait moins. Et comme je dis, il faut une stratégie. Parce que il y a ces serveurs Discord qui existent aux États-Unis. Moi, j'ai l'ambition d'essayer d'arriver, enfin, même pas d'essayer, c'est d'arriver à leur niveau. Bah déjà en prenant l'Europe parce que j'ai un avantage là-dessus. Et puis moi, c'est pas une plateforme bizarre où tu dois aller dans des serveurs Discord payés en crypto, tu vois. C'est non, tout est clean, tout est légal. Tu Tu as peux tes mettre la carte de factures. Cyril. Tu peux mettre la campagne de Cyril. Mais voilà. là, en libre service. On la met en dessin libre service. Tu peux créer des campagnes privées si tu veux pas que les gens voient que tu es en train de faire financer tes trucs. Et tu sais, j'ai des très grandes boîtes qui actuellement sont sur Clip Farm en campagne privée avec leur petit réseau de clippers bien à eux et en train de faire des campagnes sur campagne et ça fonctionne mieux que Facebook Ads, que Google Ads, Putain, mais c'est etc. Incroyable. Et oui, c'est. Mais bon, ça va très vite devenir très compétitif, c'est sûr et Ouais. certain. Bien sûr. Donc Putain, ouais, c'est- j'aurais besoin d'argent. Ouais, exactement. Non, C'est mais vrai que c'est vrai, t'as mais c'est sûr que c'est pour moi ces projets-là. En plus, nous, on essaye alors, on a récupéré de l'existant, mais on essaie à le rendre le plus innovant possible, apporter les solutions. Mais c'est vrai que même là, je viens de racheter un projet, on va en parler bientôt, un mec brillant qui a sorti aussi un truc incroyable dans le monde de la musique, mais c'est un système qui permet de réactiver les back catalogues, si tu veux, des artistes. Le concept est juste dingue, et donc, du coup, par rapport à ça, on l'a récupéré. Et c'est vrai que ce projet-là, quand tu disais un truc qui est juste, ou du moins pour moi, ça résonne même dans l'idée, c'est que ça remplacera les autres manières de communiquer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive à un cycle TikTok, machin, tout ça, en fait, à force de voir, ça n'a plus le même impact. Tu vois, il y a même des gens, un truc de fou, les campagnes 4x3 ont repris 30% par rapport à ce que c'était ça fait 2 ans. C'est quoi Les panneaux d'affichage dans la rue. Parce que Ah les oui, gens parce que les gens ils veulent se veulent- différencier. donc, veulent revenir ouais. sur des outils marketing différents. Le papier, l'impression papier, ça a explosé. Le flyer. Le flyer est Ouais. revenu. Alors que, parce qu'avant, pendant un moment, le flyer n'existait plus. Tout le monde faisait la pub sur Insta. Maintenant, tu reçois tellement de trucs. Pour se différencier, qu'est-ce qu'on fait? On revient au papier. Ouais. Et je pense que c'est vrai que toi, Toi, t'as du pas... cycle, en fait. Les techniques s'érodent et puis de nouvelles Voilà. remplacent. Mais quand tu arrives ça, avec ça. un nouveau procédé qui peut faire gagner de l'argent à des gens et qui peut permettre de développer et que du coup, je trouve que c'est hyper intelligent. Et moi, c'est vrai que
je suis hyper friand de ce genre de truc parce que Ouais. moi j'ai besoin, enfin on a besoin nous même dans notre développement de toujours être à la pointe de ce genre de technologie. Si on veut rester être la plateforme la plus tendance, la plus fun et la plus respectable, il faut aussi qu'on soit tout le temps, tu sais, en avant. Bien C'est pour sûr. ça que là, Guider le marché, quoi. Deepster Invest, tous ces éléments qui sortent au fur et à mesure, l'automatisation et tout, les outils marketing, autant, comme on disait tout à l'heure, tu n'étais pas là, mais le marketing chez Deepster, je n'ai jamais voulu le faire parce que je sais très bien que c'est casse-gueule, parce que les gens, tu vois, ça ne marchera pas de toute façon. Donc du coup, on va venir dire que c'est à cause de ça. Autant un outil comme ça qui est très palpable, tu vois, tu mets de l'argent, tu as des retours. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... Et c'est hyper intéressant. Donc, je pense que c'est le genre de projet que moi, je surkiffe et je suis. C'est pour ça Non, que c'est fou. à chaque fois, je te dis, j'aimerais... Maintenant, non, attendez, peut-être qu'il y a des gens qui seront beaucoup plus compétents que moi et beaucoup plus riches que moi, sûrement, même beaucoup, hein, pour venir dans ton projet. Mais voilà, moi, c'est un truc vraiment que je trouve Ouais, ça a incroyable. l'ambition de vraiment faire bouger les choses de l'intérieur, quoi. Et de créer un chemin alternatif, donc c'est bon. Bah, il faut, hein. Mhm. Il faut. Un seul petit bémol que je mettrais à Clip Farm, et je pense au monde où il se dirige, c'est en fait si ton contenu de base il est flingué, Ah bah, Clip Farm il va pas te sauver. Ah oui, bien sûr. C'est c'est pas comme parce une que belle les gens- cover ou une belle miniature. Oui, parce que Voilà. les gens, ils voudront pas partager non plus n'importe quoi aussi. Ouais, les gens ne veulent pas le partager, même puis, si ça bon, aura tu pas leur de- mets un gros billet et ils le partagent, Oui, ça ça va va pas faire de flopper. vue de toute façon. Oui, voilà. Clip Farm, si ça fonctionne, et la raison pour laquelle cette opportunité elle peut fonctionner, c'est parce que justement les algorithmes de recommandation ne sont pas parfaits. L'algo TikTok n'est pas parfait, l'algo YouTube n'est pas parfait. Il y a toujours des gaps où ils n'arrivent pas à connecter un contenu de qualité avec son audience. Et en fait, Clip Farm, en multipliant les canaux de distribution, ouais. voilà, ben, il augmente la probabilité que ton contenu de qualité va rejoindre l'audience qu'elle doit toucher. Et Bah, c'est une amplification au même titre que la pub, quoi. Oui, mais au même Ouais, titre qu'un oui. magasin, Avec tu un- parles d'audience, mais en vrai, tu t'ouvres un magasin sur la Croisette à Cannes Ouais. et tu vends un truc claqué au sol, même si le support est bon, le produit, t'en vendras pas. Tu vois, donc, c'est plus authentique que de la pub. De la pub, tu sais que c'est quelque chose de financé, Mmh. de quelque chose qui est promu. Ils Alors vont que te là, forcer ça à vient fond. de personnes qui recommandent. Donc Ouais. il y a un aspect prescripteur, je pense, qui est plus fort. Ouais. Totalement. De ouf. Totalement. Et ça, j'aime bien dire, tu vois, on a toujours imaginé la pub comme ces trois personnes qui s'enferment dans un bureau et qui imaginent le message qui, soi-disant, doit toucher des millions de gens. Mais Ouais. qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes que trois. Ouais. Tu vois, ici, c'est dire, en fait, nous, peut-être, on n'a pas la réponse. On fait un podcast, mais on ne sait pas quel moment va vraiment toucher des centaines de milliers, voire des millions de personnes. Tenez, c'est entre vos mains. Et vous décidez, et vous C'est la prise de sachez. Tu décision, vois. ouais. Ouais. On est, je pense, Bon, déjà super, on est, à la ouais, fin. là on arrive à la fin. J'aimerais finir. Ouais. On a une idée. C'est est-ce que tu serais OK de leaker une info, une annonce, ça peut être par rapport à Clip Farm ou autre, que tu n'as jamais nulle part leaké ici? Pardon, mais c'est quoi ce truc de piège là? Justement, C'est quoi ça? c'est la première fois qu'on le fait. C'est quoi ça? Donc, Faut si leaker t'es pas chaud, on le fait Non, pas. moi je peux leaker, mais ça dépend, ça sort quand? Parce qu'à un moment c'est un leak, à un moment c'est plus un leak. Hein. Ça sort dans 2 semaines. 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines. 3 semaines. Non, ce sera plus un leak. Si t'es pas chaud, c'est vraiment un test. Hein, c'est... Non, Ça prend le piège. mais je cherche un leak Ok, ok. qui sera toujours un leak dans 3 semaines, parce que Ok. là si je leak... ah là là, moi je suis pas bon à ça, un leak creusé dans ma mémoire comme on ça. préviendra à l'avance s'ils sont chauds les gens. Parce que Ouais. je pense que ça peut être cool. Ça fait des petites annonces, des petits De trucs pouvoir de con. faire le... Ouais. Non, moi je suis chaud, c'est juste que là j'arrive Ok, pas à ouais, mettre je le te truc prie en au tête, tu dépourvu, sais. Tu vas Le truc- sortir, tu vas faire ah merde. C'était ça. Le truc le plus fun, c'est que je rencontre MrBeast dans quelques ouais. jours là. Trop drôle. Tu vois, ici à Paris, À au Paris, Shangri-La. incroyable. Ouais. Mais pour que notamment on discute de Clip Farm. Dingue. Mais ce sera plus un leak dans 2 semaines, j'aurais déjà discuté. Ah, ouais, mais bon, le sauront. les gens le sauront pas. Ah ouais, mais putain, incroyable. Ouais. Oui, donc, enfin, ouais, d'accord, moi je oublie mon. Non, t'es encore dans la course, Cyril, t'es encore dans la course. Ah putain, ça T'es va encore bien dans la 3 millions là. Ah, c'est mort. Bon, mais tant pis, je regarderai ça de loin. Pas mal. Je mettrai des likes. Dans les niveaux des startups, c'est bien. Bon, super. Bon, ben, on arrive Ouais, au trop bout. Ben, je vous remercie tous déjà. Merci infiniment Merci d'être venus avec toutes les péripéties pour nous rejoindre aujourd'hui. Avec plaisir. C'était très cool. Tu sais que hâte que tu continues dans tes aventures pour que. Enfin, nous, on sera toujours
toujours avec toi dans tout ce que tu vas faire. Tu pourras compter sur nous. Romain, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu, c'était une super expérience. Nous, merci pour toi déjà, tout ce que tu fais pour le projet, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et la vision qui est très importante aussi pour nous. De faire des bêtises. Ouais, voilà, pour nous remettre les pieds sur terre. Et voilà, merci pour ton amitié, tout ça. Enfin, on est très content de te recevoir. Merci. Luca, il y en aura d'autres. Voilà. Il y en aura. Écoute, on a prévu d'en faire plein, donc surtout que maintenant on a un support marketing incroyable. Let's go. Donc on est bon. Et par contre, on a un prix là, si on fait sur celui-là. Oui, on va vous trouver un prix. Bon, ça va. Un prix, hein. J'ai des idées. Mais après, on va Let's go. Non, mais bon, il faut rémunérer les créateurs oui. aussi. Donc, non, on n'aura pas de prix. Mais on fera, ça y est, les pauvres. Non, mais on va faire ça pourrait être incroyable. Ouais. Et Luca, merci aussi pour d'être là. Bon, toi, maintenant, de toute façon, on sera toujours binôme sur ce concept-là. Ça régale. Et avec tout ce qui est en train de se passer, de toute façon, nous, on vit quasiment ensemble, au moins téléphoniquement. Donc voilà, c'est incroyable. Merci à tout le monde. J'espère que vous avez profité et aimé autant que moi ce moment. Comme d'hab, dites sincèrement vos avis, ça nous permet d'avancer. Est-ce qu'on va trop dans tous les sens généralement? Soyez gentil quand même, quoi. Ne taillez pas non plus, quoi, ça devient chiant. Ne taillez pas quand même, c'est ça. Ne faites pas les trolls. Je les banne, t'inquiète. Mais voilà, merci à tous. Bisous. Bye. Merci. Ciao. Cool. Trop bien. Bravo, impeccable.